Organisé dans le cadre de la Moselle Académie Tourisme s'inscrit dans la perspective donc, du festival Rando Moselle 2023, qui, je le rappelle, donc, aura lieu les 27, 28 et 29 mai 2023. Dans ce cadre, en tant qu'office de tourisme, vous avez été destinataire de l'appel à projet qui va permettre de construire la programmation de ce festival avec des offres de randonnée qui seront proposées le temps du festival à un public plutôt local et des suggestions de séjours de randonnée proposées au-delà de la Moselle, donc, notamment vers le Grand Est et le transfrontalier. C'est précisément pour cette dernière catégorie, donc la suggestion de séjours de randonnée, et dans la perspective d'un développement progressif de l'offre touristique de randonnée en Moselle, que le webinaire d'aujourd'hui va nous donner des points de repère, et notamment sur les composantes et le formatage de propositions de séjours de randonnée. Donc, je remercie également les participations du jour qui ne sont pas des OT, qui s'intéressent à la mise des offices de tourisme et qui s'intéressent à la mise en tourisme de l'offre d'itinérance douce. Pour les offices de tourisme, je rappelle quand même la date butoir du 13 mars pour le retour des propositions, aussi bien pour les randonnées qui seront proposées le temps du festival et les suggestions de séjour. Tout ça, je pense que c'est calé, je pense que vous avez la date en tête. Eh bien, du coup, je vais laisser la parole à Christophe Révray du cabinet Versant Sud, qui est notre animateur du jour. Et je vous souhaite un bon webinaire. Merci Daniel. Donc, je vais partager l'écran pour vous mettre à l'écran la présentation. Est-ce que tout le monde la voit? Tout le monde Et ouais. Ok. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre ce matin. On va être ensemble pour environ 1h30 pour parler des séjours de randonnée. On avait fait un webinaire et une formation à distance l'an dernier autour de Rando Moselle. Ici, l'objectif est d'aborder cette question-là sous l'angle des séjours touristiques, une autre dimension, puisqu'on y rajoute de la nuitée, ou on aimerait bien y rajouter de la nuitée en tout cas. Alors, il est évident qu'en 1h30, sachant qu'on va laisser du temps pour échanger, on ne va pas aborder dans le détail la totalité des problématiques qui sont liées au séjour touristique de randonnée, mais on va faire un bon tour. Il y a des éléments que je ne reprendrai pas, qui étaient dans le webinaire notamment de l'année dernière sur réinventer l'événementiel de pleine nature. Quelques-uns sur lesquels je m'appuierai. Et puis surtout, on va, sur la partie données, s'appuyer sur une étude Atout France que vous pouvez vous procurer. Donc, je vais en extraire que quelques éléments pour soutenir le propos. Et puis, autre préalable important, on va parler aujourd'hui de séjours de randonnée pédestre, mais en fait, vous pouvez transposer l'essentiel de ce qui va être dit sur les autres activités de randonnée. Personnellement, je pense que les activités de randonnée ont des problématiques qui sont assez similaires. Les mises en œuvre ne sont pas du même ordre de complexité, hein, entre du pédestre, de l'équestre, du cycliste, etc. Mais il y a des bases communes. Voilà. Rapidement, pour me présenter, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christophe Révray, donc sous l'enseigne Versant Sud depuis un peu plus de 20 ans, je travaille sur le développement touristique à partir des activités de pleine nature et notamment les activités de montagne, mais pas que, puisque je travaille aussi sur des secteurs comme la Picardie ou la Moselle ou la Bretagne, tous les endroits où en France, on pratique les activités de pleine nature et globalement, ça veut dire l'ensemble du territoire. Voilà, moi je suis basé en Savoie et j'ai un parcours à la fois de prestataire, puisque j'ai été guide de trekking pendant longtemps, hein, je suis accompagnateur en montagne, et puis l'autre partie sur l'accompagnement au développement touristique, puisque j'ai une formation d'aménagement en géographie alpine à Grenoble, et puis en marketing touristique sur la Chambre de commerce de Grenoble. Voilà. Daniel, je vous laisse faire rentrer, donc comme convenu, les personnes qui sonnent à la salle d'attente. C'est bon. Encore. Voilà. J'essaie de gérer. Je vois qu'on est 19 moins nous, ça fait 17 connectés. Très bien. Je pense que tout le monde est là. Très bien. Donc, au menu de ce matin, notre préoccupation, c'est de faire de l'économie touristique avec la randonnée.
On va aborder ça sous différents angles successifs. On va d'abord se poser la question séjour de randonnée ou séjour avec randonnée, c'est-à-dire la place de la randonnée dans la motivation du séjour, en tout cas les profils qui vont avec. On va s'appuyer deuxièmement sur des données pour situer un petit peu les données marché sur le séjour de randonnée, avec les éléments qu'on a, parce qu'il y a des éléments qui sont assez, sur les volumes, c'est pas forcément évident, hein, sur les volumes de transactions. Et ensuite, on va regarder, alors ça, c'est notamment pour les offices, hein, parce que je crois qu'il y a des hébergeurs aussi qui sont connectés, mais sur les offices principalement, comment est-ce qu'on fait avec ce qu'on a, déjà, comment est-ce qu'on fait un petit peu son autodiagnostic sur les bases de son offre de randonnée pédestre. Après, on verra de quelle manière on peut mettre ou justifier de la valeur ajoutée dans son séjour de randonnée. Ça, c'est valable pour tout le monde. Comment est-ce qu'on attire l'attention sur son offre? Là, comment est-ce qu'on émerge? Ou comment est-ce qu'on accroche des publics qui sont très, très, très sollicités, hein. Vous êtes bien placé pour savoir que enfin, tous les territoires sont sur le randonneur pédestre et sur le cycliste maintenant. Donc, il faut émerger au milieu de tout ça. Et puis, on verra au final quelques points, notamment sur les territoires, pour animer et développer cette offre liée au potentiel randonnée. Et puis, on laissera bien entendu de la place pour les échanges. Donc là, s'il y a besoin de clarifier quelque chose en cours de route ou une question précise, vous pouvez m'interrompre, hein. Vous avez un petit outil pour lever la main en bas ou attirer notre attention. Sinon, les échanges plus approfondis sur des cas particuliers, des interrogations, on les réserve pour le final en se donnant un bon moment pour tout ça. Voilà. Est-ce que ça vous convient? Pas de souci particulier. Alors, je rentre dans le sujet. Pour tout de suite rappeler une chose, je l'avais déjà dite l'année dernière, mais les chiffres venaient de sortir, la Fédération de randonnée pédestre, donc, qui s'intéresse aux mêmes personnes que nous, avait fait le point sur l'intensité de pratique quelque part, hein. Ça, c'est quand même quelque chose d'important à avoir en tête. C'est pour ça que je vous mets juste ce chiffre-là de la fédération. Il y a un peu moins de la moitié des personnes interrogées dans leur panel, ils ont fait une grosse étude avec Sportlab, qui dans les pratiquants, ceux qui se déclarent pratiquants, hein, parce que les pratiquants de randonnée n'en représentent que 56% de la population interrogée. Et dans ces 56%, il y en a un peu moins de la moitié, en fait, qui disent « je fais ce que la fédération considère comme étant de la randonnée pédestre ». C'est-à-dire qu'il y en a 32% qui font de la marche loisir et randonnée, et 16% qui sont pratiquants de randonnée pédestre au sens où l'entend la fédération de randonnée pédestre. Donc on a des choses qui doivent correspondre à ce que vous constatez beaucoup sur le terrain. Certes, on a des profils de randonneurs sportifs ou des randonneurs un peu intensifs, même si c'est pas, même si ça ne se voit pas forcément, mais on a essentiellement beaucoup de gens qui vont faire de la marche ou de la balade. On va voir après que on peut les considérer de manière différente selon l'angle sous lequel on les regarde. Par exemple, ici, je vous mets ce que la Fédération de randonnée pédestre considère comme étant de la randonnée pédestre, avec sa propre classification. Avec notamment, pour eux, la promenade, c'est moins de 4 heures. C'est-à-dire que si vous faites moins de 4 heures pour la Fédération de randonnée pédestre, vous êtes un promeneur. Nous, on va oublier ça assez vite, puisque dans l'étude Atout France dont on va parler, vous verrez qu'il y a des segments dits de randonneurs qui font moins de 4 heures de randonnée par jour. C'est juste pour vous dire qu'il n'y a pas de vérité sur ce qu'on pourrait appeler des définitions, hein. Je vous montrerai après un petit outil qui vous permet à vous de situer vos cibles ou vos clientèles actuelles. Mais dites-vous qu'il n'y a pas une bible de la définition, avec une définition de la promenade, de la randonnée, etc. Donc je vous cite ça pour mémoire. Promenade, la randonnée, et puis la fédération qui situe la grande randonnée, qui, bien entendu, dans leur logique, s'applique sur des sentiers dits de grande randonnée. Alors, vous verrez au passage ce qu'ils appellent un indice d'effort. La Fédération de randonnée pédestre a mis au point un guide de cotation des itinéraires qui n'est pas encore très répandu, sur lequel il y a des éléments qui peuvent être soumis à discussion. Mais c'est dans les tuyaux, ça existe. Vous pouvez aller sur le site de la Fédération de randonnée pédestre pour creuser la question. Il y a un petit outil d'évaluation où vous rentrez un tracé GPX et on vous dit dans quelle catégorie d'indice d'effort est votre circuit. Hein, pour l'instant, ça ne parle pas beaucoup au grand public, hein, ces classifications et ces indices d'effort. Quelque chose d'interne de Fédération de randonnée.
Et si je poursuis l'exercice en regardant, pour nous, ce qui nous intéresse, c'est-à-dire au niveau du tourisme, ce qu'est la randonnée pédestre. Donc, vous savez que tous les mois, il y a un échantillon de Français, un très large échantillon qui est interrogé sur ces pratiques touristiques. C'est le suivi de la demande touristique qui est opéré pour la Direction générale des entreprises et qui vise à demander est-ce que vous avez effectué un séjour touristique dans le mois qui précède? Et puis tous les 3 mois, on demande et dans un séjour touristique, dans votre séjour, quelles activités avez-vous pratiquées? Et dans la liste des activités, il y en a 2 qui peuvent nous concerner. Il y a l'item 62 que la DGE appelle, enfin que l'institut qui fait les sondages appelle la randonnée pédestre. Et puis le 73 dans la colonne détente et activité, ici à droite, qui s'appelle promenade, balade de quelques heures. Voilà. Il faut qu'on fasse avec tout ça. Mais ça, c'est la base sur laquelle nous, on va travailler autour de l'étude Atout France, puisqu'elle reprend ces questionnaires établis sur un très large échantillon. Mais vous verrez qu'elle va se centrer sur une des définitions, et en l'occurrence, la randonnée pédestre plus que la promenade. Mais je détaillerai ça un petit peu plus loin. Moi, ce que je vous propose, c'est un petit outil que j'avais présenté l'année dernière, mais sur lequel on va rajouter une dimension. C'est une matrice de segmentation des clientèles de randonnée. Sachant qu'ici, on va parler de marcheurs, mais vous pouvez, je vous le disais tout à l'heure, la décliner avec des cyclistes, par exemple. Le premier axe sur lequel on peut ranger nos segments de clientèle, soit ceux qu'on voit, soit ceux qu'on veut, c'est sur un axe qui concerne la place en fait, de l'activité dans leur motivation. Vous allez avoir, alors sur la partie gauche de cet axe-là, ceux pour qui l'activité, c'est vraiment ce qui les motive. Ils viennent pour marcher. Marcher, on leur trouve un prétexte pour marcher, mais ils viennent pour marcher. Et puis à l'autre opposé à droite, vous avez des gens qui viennent, et pour eux, marcher, c'est le véhicule. C'est-à-dire qu'ils marchent pour aller voir quelque chose. Donc le contenu a plus d'importance que l'activité. Donc vous avez toute la gradation sur cet axe-là, puisque ce n'est pas tout noir ou tout blanc, 0 ou 1. Donc vous avez cet axe qui est important pour savoir qu'est-ce qu'on va proposer dans notre séjour, qu'est-ce qui va être important à mettre comme ingrédient et sur quels arguments aussi il faudra appuyer pour motiver ces gens-là à venir sur notre territoire ou dans notre hébergement. Pardon. Le deuxième axe est un axe vertical ici, sur lequel on va évaluer l'autonomie du randonneur. Pourquoi son autonomie? Parce que ça va en fait influer sur le niveau de service, le niveau d'attention, le niveau de prise en charge qu'il va falloir lui proposer. Qu'on soit un territoire, un tour opérateur ou un hébergeur, c'est important de savoir si c'est quelqu'un qui est un néophyte, ici en bas sur l'axe, ou quelqu'un qui est déjà initié à la randonnée. Il y a plein de choses qu'il n'y a pas besoin de lui dire. Alors c'est important en ce moment parce qu'on voit beaucoup, beaucoup de néophytes arriver. Tous les territoires de France, périurbains, ruraux, espaces naturels, etc., ont vu débarquer des cohortes de néo-randonneurs et de néo-itinérants aussi. Donc c'est important de savoir où est-ce qu'on va situer les gens qu'on cherche à attirer sur le territoire, parce que le niveau de service qu'il va falloir leur apporter ou le niveau d'information en dépendra. Et puis, la dimension qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de faire passer. Alors là, on passe en 3 dimensions, un peu plus compliqué. Mais je vais vous le mettre sous forme de cube, comme ça guide un petit peu. Mais ça va être le format du séjour. En fait, avec des gens qui vont venir faire une sortie. Donc là, on va être sans nuitée. Des gens qui vont venir faire une balade ou qui vont faire toute la journée chez vous et repartir chez eux le soir. Pardon. Et puis, vous allez avoir toute la gradation des gens qui vont venir un jour, 2 jours, etc., qui vont être en sédentaire. Et l'ultime, enfin le nec plus ultra, on verra tout à l'heure que si on raisonne sur des clientèles itinérances, on arrive à résoudre le problème de tous les autres, puisque c'est les plus compliqués à traiter. C'est le séjour sur lequel on va changer d'hébergement au moins 1 ou 2 fois. Donc là, ça vous donne encore une façon de ranger dans votre nuage de cibles potentielles. Essayez de regarder laquelle vous allez sélectionner ou comment vous allez construire votre gamme pour ceux-là ou pour ceux qui sont en bas à gauche, etc., etc.
Donc, juste un petit outil qui vous permet en fait de personnaliser les éléments que je vous mettais tout à l'heure, qui sont des éléments relatifs chaque fois à une logique, soit la logique de la fédération, soit la logique d'Atout France et du suivi de la demande touristique. Ici, si vous l'appliquez à votre territoire, à votre hébergement ou autre, ça peut vous aider à bien définir un niveau de service à donner, des axes de communication à privilégier, etc., etc. Mais là, après, c'est la partie marketing et c'est un sujet à lui tout seul. Si besoin, on reviendra sur cette matrice, hein, parce que la 3 dimensions est un peu plus compliquée que quand on la présente en 2. Mais là, sur le séjour, on est obligé d'entrer dans cette logique-là. Ça va? Tout le monde pas de souci particulier sur la clarté Alors, je continue. Si on continue sur le raisonnement sur les séjours de randonnée ou avec randonnée, il y a 2 grandes familles, en fait. Je vous ai mis pour mémoire ici à gauche, vous avez chaque voyagiste, en fait, va faire sa classification. Vous avez quelques tours opérateurs de randonnée. En France, on a quand même beaucoup de monde qui vend. Alors, on appelle ça voyage d'aventure, tourisme de randonnée, slow tourisme ou écotourisme selon les appellations. Mais eux, ceux que j'ai choisis ici, ils ont une classification à eux qui dit itinérance quand on a du linéaire avec plusieurs étapes, qui dit boucle quand ça se rejoint, quand on revient au point de départ, qui dit étoile ou marguerite et semi-étoile. Ça leur appartient. En fait, les 2 grandes familles, et vous les avez normalement bien en tête, c'est en étoile ou en marguerite aussi, c'est-à-dire qu'on va définir ou choisir un camp de base et rayonner autour. Donc, je reviendrai sur la notion de rayonner, parce qu'on peut aussi ne pas partir à pied à chaque fois de son hébergement. On y reviendra quand on parlera des lacunes d'hébergement. J'ai du potentiel, mais je n'ai pas d'hébergement au bon endroit, comment je fais? Donc en étoile, donc on est sur du randonneur qu'on appelle sédentaire, ou un séjour sédentaire, ou alors nomade, c'est-à-dire la randonnée en itinérance. Mais le randonneur nomade, on verra que tout à l'heure, ça impose un niveau bien plus élevé de prise en charge. Alors ici, vous aurez le PDF, par la suite, on vous le fera passer, plus le replay. Mais vous pourrez lire dans le détail quels sont les argumentaires des différents voyagistes, parce que là, du coup, j'en ai mis 2 différents sur les avantages qu'ils présentent sur le séjour en étoile ou sur l'itinérance. Voir qu'en étoile, on a le confort de revenir à chaque fois au même endroit. Et en itinérance, c'est vraiment l'esprit du voyage à pied, l'aventure, etc. Et justement, on va mettre en avant les services qui vont avec, qui vont tranquilliser l'itinérant et qui vont justifier la valeur ajoutée, c'est-à-dire le prix du prestataire. Pardon. À savoir le transport de bagages, le pique-nique, etc., etc. On y reviendra parce que ce niveau de service-là, il est devenu quasiment incontournable pour proposer des produits d'itinérance. Alors, je vous parlais tout à l'heure de cette fameuse étude Atout France. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont pu la consulter. En tout cas, il faut la consulter. C'est une étude qu'on attendait depuis plus de 15 ans. La dernière étude sur les clientèles de randonnée pédestre, elle datait de 2003. Celle-là est sortie en 2019 avec des chiffres 2017. Et donc, en termes de méthodo, l'échantillon qui est retenu, ce sont les randonneurs, enfin les personnes qui se considèrent comme randonneurs. C'est-à-dire que même si des gens font un petit peu de balade, promenade, etc., au moment du questionnement, s'ils ont déclaré ou s'ils ont coché je suis un randonneur, on les prend comme ils sont. C'est souvent ce qu'on fait dans les études de clientèle, on prend les gens comme tels qu'ils se considèrent. Et puis surtout des gens pour qui la randonnée est la motivation principale du séjour. Parce que comme la marche est une des activités les plus pratiquées par l'ensemble des touristes français, il faut qu'on arrive à faire la différence entre ceux qui marchent pendant leur séjour ou ceux qui font un séjour pour marcher. Vous avez bien compris qu'on n'est pas sur les mêmes ressorts quand il faudra les faire venir. Donc là, cette étude concerne bien les gens qui se considèrent comme randonneurs et qui ont déclenché leur séjour pour faire de la randonnée. Ils ont choisi l'endroit, ils ont choisi le moment pour pratiquer de la randonnée. Motivation principale, randonnée. Alors, le périmètre, c'est les clientèles françaises. Et ce qui est intéressant pour vous, c'est que ce sont aussi les clientèles allemandes, qui sont très proches de chez vous, on le verra tout à l'heure, et néerlandaises.
Alors, Atout France a choisi de ne pas aller sur le marché belge, sachant que c'est un marché très intéressant en termes d'émissions de randonneurs. Et ils n'y ont simplement pas été parce que il semblerait que les Belges francophones réagissent sur les mêmes types de motivations et mêmes comportements que les Français, et les Belges néerlandophones sur les mêmes ressorts, les mêmes logiques que les Néerlandais. Donc, il était inutile de doublonner sur une étude sur le marché belge. Donc, vous pouvez prendre en considération ce qui sera dit sur les Hollandais ou les Français pour plaquer sur les clientèles belges. Ici, nous, on va se polariser sur les Français, sauf pour une dia que je vous montrerai tout à l'heure. Simplement déjà pour dire qu'il y a une très forte augmentation des séjours de randonnée en France par les Français, puisque c'est plus 20% en un peu moins de 10 ans. Et puis, on remarque aussi qu'il y a une durée de séjour qui est en baisse sur 10 ans, en légère baisse. On a 7 nuitées et demie. C'est important de se dire que c'est en baisse, parce que globalement, on est sur un recours plus évident, plus souvent au court séjour. Mais ça, c'est une tendance qu'on a sur l'ensemble des pratiques touristiques, hein. Sauf les pratiques très formatées, comme le séjour au ski, qui est du samedi au samedi, encore en grande majorité dans les stations. Alors, vous verrez dans le détail sur ce schéma, je ne m'appesantis pas dessus pour qu'on ait le temps d'en discuter après, mais vous avez à la fois ici, les 19%, c'est ici, hein, c'est la deuxième ligne en partant d'en haut, pour la France métropolitaine. L'augmentation globale des séjours de randonnée des Français à plus 25% en 10 ans, elle est essentiellement due, il ne faut pas se le cacher, à l'étranger, hein, les destinations randonnées à l'étranger. Mais ça, c'était avant, comme disait l'autre. D'une part, parce qu'on a la crise sanitaire qui est passée par là et qui a montré aux Français qu'autour, il y a des choses très intéressantes et que la France est un territoire très, très enviable, très envié par d'autres nationalités d'ailleurs. Et puis deuxièmement, il y a beaucoup de crises qui font que les destinations de rando classiques se sont fermées. Tout ce qui s'est passé dans le monde oriental musulman a fermé beaucoup de destinations. Les incertitudes géopolitiques, maintenant le resserrement sur les incertitudes monétaires, etc., font que le très court courrier et la destination de proximité en France métropolitaine reprend encore plus de poil de la bête. Même si là, on voit on voit de nouveau un frémissement, puisque fin de la crise Covid, une certaine catégorie de clientèle pour lesquelles l'inflation a peu d'importance repart sur des destinations étrangères en trekking. Mais on est bien sur une relocalisation, hein, puisqu'on parle beaucoup de réindustrialisation, de relocalisation des productions, une grosse relocalisation, je pense, sur le territoire français. Donc n'oublions pas que l'étude a été publiée avant la crise sanitaire. Un chiffre qui était donné dans cette étude, qui est plutôt une estimation, hein, c'est une personne interrogée en tant qu'expert qui donnait ce chiffre-là. Globalement, il n'y a que 75 000 à 100 000 personnes en France qui vont acheter un voyage forfaitisé de randonnée pour une randonnée en France, hein, avec la remarque préalable qui consiste à dire que c'est une très faible minorité, hein. L'essentiel des randonneurs vont auto-organiser, et l'essentiel des randonneurs vont randonner sans accompagnement, sans encadrement particulier. Je ne parle pas des randonneurs qui vont aller avec un club, etc., quoique c'est une des modalités d'encadrement qu'on retrouve le plus souvent, mais pas forcément sur des produits marchands. À titre d'illustration, je n'ai pas mis le chiffre ici, mais il y a eu une étude sur Savoie-Mont-Blanc, donc les deux départements Savoie-Haute-Savoie, qui sont des départements hautement référencés comme destination randonnée, dans lesquels la montagne occupe une grande part, hein. N'oublions pas qu'il y a aussi tout le secteur des lacs, hein. Mais sur la partie montagne, alors qu'on pourrait s'attendre à ce que beaucoup de gens fassent appel à un encadrement d'accompagnateurs en moyenne montagne, voire de guides pour certains, mais là on est plutôt sur une thématique accompagnateur, il y a une très très faible minorité, hein, ça doit être 7%, des randonneurs qui déclarent avoir fait une sortie ou un séjour encadré par des accompagnateurs. Donc même sur un secteur sur lequel on pourrait imaginer que la valeur ajoutée sécurité notamment est importante, on n'a pas ce besoin d'encadrement. Donc il faut bien s'imaginer qu'on a des randonneurs qui sont
vous rappelez sur la matrice, qui vont être dans le haut de notre axe pour certains, beaucoup, qui vont se sentir autonomes. Mais il ne faut pas passer à côté de ceux qui sont des néophytes qui se croient autonomes. Alors, j'en parlais sur les formations qu'on fait dans des offices de tourisme, qui voient arriver toutes ces clientèles, qui viennent leur demander des informations, puis après qui partent dans la nature et on ne sait pas tellement ce qui va se passer derrière. Donc, on a un petit peu cette schizophrénie sur des clientèles qui sont à la fois de plus en plus autonomes, pas besoin d'encadrement, mais qui, quelque part, viennent chercher de l'information parce que soit on est nouveau dans la pratique, on a bien vu quelques tutos pour savoir comment est-ce qu'on fait un sac à dos et comment est-ce qu'on va dormir, peut-être même en bivouac quelque part, mais on vient chercher de l'information à l'office de tourisme. Donc, il faut faire le tri parmi tous ces gens-là. Continue sur quelques petites dias que j'ai extraits de l'étude. Quelque chose d'intéressant pour les espaces qui ne sont ni la montagne ni le littoral. Alors, vous avez une partie montagneuse sur les Vosges, mais sur l'autre partie, il y a des choses qui peuvent vous intéresser. À savoir qu'ici, vous avez, sur ce diagramme-là, un comparatif entre 2007 et 2016, avec d'une part les séjours, le total des séjours français, des Français, hein, sur la première et la troisième colonne. Pardon, sur la deuxième et la quatrième. Hop, et une précision sur la première et la troisième qui concerne les séjours avec randonnée. Alors, si on regarde, là, il y a un classement en 4 espaces. Hein. À la base des colonnes, vous avez la montagne, puis le littoral, puis la campagne, puis la ville. Le total des séjours entre 2007 et 2016, il montre une constance sur les séjours des Français en ville, une constance sur les séjours des Français à la campagne, hein, 31-31, 24-24, une légère augmentation de la part des séjours des Français sur le littoral, on passe de 23-24, et une baisse des séjours des Français sur la montagne. Donc le littoral a gagné sur la montagne, la ville et la campagne n'ont pas bougé. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que dans les séjours de randonnée, entre 2007 et 2016, on voit la ville, dont la part dans les séjours n'a pas bougé, gagner 3 points sur les séjours de randonneurs, et la campagne, elle gagne 1 point sur les séjours de randonneurs. Bon, le littoral va en gagner 3, la montagne en perd. Donc en gros, campagne et ville gagnent des parts de marché, hein, si on peut les appeler comme ça, sur nos randonneurs par rapport à la montagne. Je vous le disais, c'est une étude qui date de 2019, avant la crise Covid. Alors même si la montagne a eu un regain, notamment il y a un effet canicule qui joue, pour l'instant en tout cas pour la montagne, quand les glaciers auront fini de fondre à cause de la canicule et autres, peut-être que l'effet sera moins intéressant, en tout cas l'effet paysager. Mais même si la montagne gagne un petit peu, la campagne a gagné vraisemblablement énormément depuis 2019. Donc vos territoires à la fois urbains, périurbains et ruraux ont autant de choses à dire que d'autres destinations. Voilà, là c'est juste pour décomplexer beaucoup de territoires qui se disent « Oh mais moi j'ai rien à proposer ». Alors c'est à la fois, il faut être confiant dans ses capacités et il faut aussi être conscient que c'est un marché ultra concurrentiel, on le verra tout à l'heure, parce qu'il y a beaucoup de territoires de campagne ou de ville qui proposent des offres et il faut arriver à émerger au milieu de tout ça. Hein. Mais vous avez des GR métropolitains. Hein. Si vous n'avez pas l'information, sachez qu'il y a une démarche de création de GR métropolitains avec des refuges sur des GR métropolitains qui vont être en périphérie de grande ville. Il y en a autour de Bordeaux, il y en a dans certains endroits. C'est quelque chose de très particulier, ça commence à peine, mais on a ça qui vient illustrer le propos et notamment ce diagramme-là. Alors voilà, juste un petit rappel sur les clientèles étrangères. Le podium des destinations préférées des randonneurs qui sont en séjour en France. Bon, pour les Français Auvergne-Rhône-Alpes, qui reste la paire de base, et puis après, ça va se passer au sud. Mais pour vos voisins allemands, bien sûr, ils vont vraiment venir sur le Grand Est. Donc, ne pas oublier les Allemands, grands consommateurs de randonnée, qui vont venir déborder chez vous sur soit du court séjour en tant que tel, soit peut-être sur leur traversée de la France, venir faire une petite halte. Et puis, de même pour les Néerlandais.
qui vont venir préférentiellement sur le Grand Est. C'est logique aussi. Effet proximité, effet de début de grande migration touristique aussi. Et je pense que si on regardait sur le vélo, on aurait quelque chose qui serait aussi dans cette gamme-là. Un petit focus sur l'itinérance pour boucler ce tour un petit peu chiffré. Parce qu'en fait, cette étude-là nous amène un chiffre qu'on attendait depuis très très longtemps, c'était la part des itinérants ou des séjours itinérants. En l'occurrence, elle est de près de 1 sur 5, 19%. Sachez que la Fédération Vendée Pédestre, qui a fait son étude l'année dernière, 2021, maintenant, il y a 2 ans, 2021, aboutit à un chiffre moins élevé à 10%. Mais ils ne sont pas sur les mêmes bases. Là, on est vraiment sur du séjour touristique motivé par la rando. Et là, on en a 1 sur 5 qui est l'itinérance. Alors, à nuancer. Oui. J'avais une petite question par rapport à la diapo précédente. Oui. Alors, si je peux me permettre. Par rapport à vos chiffres, au niveau Grand Est, je dirais c'est vaste maintenant parce que ça représente un quart de l'Est. Oui, je veux dire, on n'a aucune référence par rapport à ces chiffres, par rapport à notre clientèle à nous. Parce que quand on sait déjà au niveau du Grand Est, la clientèle allemande, ce qui serait intéressant, parce que là, en réalité, ça ne veut rien dire ces chiffres, ce qui serait intéressant de savoir, c'est savoir la part qui va en Alsace et la part, je dirais, qui va en Lorraine, parce qu'on sait très bien qu'ils sont friands beaucoup de l'Alsace et cette participation-là, je dirais, ben, on n'arrivera nécessairement peut-être pas à capter cette clientèle. Et au niveau néerlandais, on sait très bien, je dirais que c'est une clientèle de camping qui fréquente à 80% les campings dans les Vosges. Et cette clientèle-là, je dirais, là aussi, sur nos territoires de Moselle ou Meurthe-et-Moselle, ou je dirais dans le Grand Est, ça va jusque Reims, c'est pas une clientèle nécessairement, je dirais, qu'on arrive à capter. Donc, est-ce que là où ça serait vraiment intéressant de faire une étude, c'est par rapport au département et pas par rapport à la région? Ah oui, bah, alors, bien sûr. Là, le chiffre, on ne l'a pas. Allô? L'étude, oui. Allô? Ah, j'entends plus. J'entends quelque chose? Vous m'entendez? Oui, donc l'étude Atout France, elle ne descend pas dans le détail des départements hein, sur ces données-là, effectivement. Et effectivement, le Grand Est, c'est très grand. De même qu'Auvergne-Rhône-Alpes, chez nous, le fait de passer à des grandes régions change la focale statistique. C'est pour ça, je veux dire, par rapport à ces chiffres, au niveau concret, ils ne nous servent à pas grand-chose, quoi. C'est une indication quand même, parce qu'on a toujours tendance à imaginer que les Allemands descendent directement dans le sud. Alors, effectivement, ce n'est pas forcément sur la partie Lorraine et la Moselle que ça se passe, mais c'est simplement pour arriver à nuancer le fait qu'il y a une fréquentation de débordement et une fréquentation pas d'interruption, mais de début de migration. Hein, tout le monde vient pas, les Allemands vont pas tous sur la Côte d'Azur ou en Occitanie pratiquer. Ils restent quand même sur une partie qui est globalement, si vous regardez Normandie, Grand Est, Bretagne, dites-vous que vous êtes sur une aire de pratique. Il y a beaucoup de gens qui disent mais la Normandie, il n'y a rien à y faire en marchant. Enfin, j'essaie de décomplexer les choses, même si il ne faut pas se faire d'illusions, effectivement, sur une répartition et sur une capacité d'attraction à l'intérieur dans les départements. Hein. Je ne sais pas s'il y a des chiffres disponibles à ce niveau-là, mais pour pouvoir faire le comparatif, il faudrait aller chercher une exploitation départementale des chiffres du suivi de la demande touristique, qui est un outil statistique qui est intéressant, mais quand après on veut le traiter dans le cadre d'études comme ça, il n'y a pas que du chiffre purement statistique et SDT là-dedans. Hein. Il y a des interrogations téléphone, il y a des tables rondes, il y a des recoupements avec tour opérateur. Non, mais je suis d'accord, mais je veux dire là par rapport à la présentation, ce que je voulais dire simplement là, c'est que nous, on est ici aujourd'hui pour essayer de voir comment créer un produit par rapport à une clientèle identifiée. Et je dirais par rapport à ces chiffres-là, on ne peut pas s'appuyer du tout parce que c'est tellement vague.
qu'on ne sait pas du tout si c'est utile ou pas de faire un produit pour les Allemands ou pour les Néerlandais, puisque on ne sait pas trop, en gros, si c'est notre clientèle ou pas, parce que c'est très vaste. Oui, le but n'est pas de vous dire que c'est une clientèle prioritaire, mais ça reste c'est simplement pour vous dire qu'à l'occasion de cette étude-là, il y a deux, trois petits indices. Après, c'est pas, je suis d'accord avec vous, on n'est pas dans l'opérationnel pur, on n'est pas dans l'analyse marketing qui vise à définir l'enjeu de telle ou telle clientèle. Oui, mais nous, Mais ce qu'on attend, je dirais, aujourd'hui, c'est justement être dans l'analyse pure pour pouvoir créer le produit. oui, ben, on n'est pas, je vous la mets juste comme ça au passage, hein. Donc, j'en fais pas le cœur de l'intervention du jour, hein. C'est juste une parenthèse. Si on revient sur la partie itinérance, je voulais aussi vous indiquer que, alors, il n'y a pas de vérité sur la définition du randonneur pédestre et il n'y a pas de vérité non plus sur l'itinérance. Si ce n'est qu'on est sur une dimension de mouvement et de nouveauté chaque jour, hein. J'ai l'habitude de dire que chaque jour est un nouveau voyage par rapport à quelqu'un qui est un sédentaire et qui sait qu'il attend le soir quand il revient. Et ce qu'il attend, c'est la même chose que la veille avec ses affaires et une certaine sécurité au sens très large. Ici, je vous mets un exemple de produit d'itinérance qui a une composante linéaire. À certains moments, on est un petit peu en marguerite, on va aller chercher un autre hébergement, etc. On peut arriver à un autre endroit avec un retour qui peut être en transfert ou autre. Simplement pour ouvrir un peu les perspectives sur cette notion d'itinérance qui parfois est limitée par, selon les acteurs. Certains vont dire c'est au minimum 2 jours, c'est au minimum des hébergements différents à chaque fois, etc., etc. Ou c'est sur un GR, voilà. Il y a pas de vérité non plus là-dedans. En tout cas, c'est un marché ultra, ultra, ultra concurrentiel. Si vous allez ou si vous êtes allé sur des salons comme le Randonneur ou ailleurs, vous voyez tout un tas justement d'offres, que ce soit des prestataires privés ou des territoires sur lesquels on met en avant des contenus qui peuvent être très proches de ceux que vous pouvez avoir envie de mettre en place. En tout cas, à une époque, il fallait se battre contre le Népal, le Maroc, et de toute façon, les territoires français n'y étaient pas beaucoup, à part la montagne, le littoral ou certains secteurs un petit peu clés. Maintenant, tout le monde y est, ou tout le monde doit y être, d'une manière ou d'une autre, puisque en fait, c'est le salon, il s'intitulait Salon du randonneur, il est devenu le salon du randonneur à pied, à cheval, à vélo, c'est le salon des randonnées en fait, hein. Et c'est pour ça que je reviens sur la remarque préliminaire qui était de dire on traite les activités de randonnée avec une certaine aire de famille et avec des ressorts qui sont assez identiques. Ce qui a encore accentué tout ça, bien sûr, c'est une tendance très forte au tourisme, à la demande sur du tourisme de proximité et une grosse accélération due au Covid. Et alors, ces salons-là sont pas forcément. Les gens qui viennent sur des salons, alors notamment celui du randonneur qui est devenu le salon principal sur les randonnées en France, et destination nature à Paris, mais il est devenu presque secondaire, sauf pour les clientèles purement parisiennes, hein. Mais vous avez des gens qui vont venir sur votre stand ou sur les stands des tours opérateurs, en tout cas voir des catalogues, voir des propositions. Ils vont les prendre, ils vont revenir avec leur sac bourré de doc, hein, comme sur pas mal de salons. Ça ne va pas forcément générer une réservation directe sur un produit packagé, mais ça va générer, en fait, ils le prennent comme une suggestion, une fiche indicative pour aller créer leur propre séjour, puisqu'on a dit qu'ils étaient autonomes et qu'il y en a une grosse partie qui sont auto-organisés. Donc, vous allez quand même générer sur le territoire du trafic, parce qu'il y aura quand même de la nuitée, etc., etc. Donc, il y a, selon les politiques qu'on a de présence sur les salons, d'associations avec des prestataires privés ou autres, on peut gérer une présence sur des salons avec du retour sur investissement. Alors, on parlait de voir sur quelle base on va construire ses séjours, ses propositions de séjours touristiques. Je repars toujours de la fameuse pyramide de l'offre, puisqu'en fait, les fondements, les fondations sont celles qui vont vous permettre d'être plus ou moins performant dans vos propositions, hein, moyennant les étages du dessus qu'on verra, on verra surtout celui d'en haut. Mais après, la question de la valorisation, c'est votre savoir-faire d'office de tourisme. Mais
il se trouve que sur les bases de cette pyramide, infrastructure et services équipements, vous avez plus ou moins la main, ou pas. Ici, en l'occurrence, si je prends l'étage, votre réseau de pratique, hein, globalement, on est sur une pratique, les activités de randonnée sont des pratiques à consommation d'espace et d'itinéraires. Et ces espaces et ces itinéraires, ils ne sortent pas de nulle part. Vous avez tout un tas d'acteurs que vous connaissez bien en général, puisque tout ça, ça dépend beaucoup d'institutions ou de para-institutions, hein. Sur le réseau, bien sûr, il y a tout ce qui concerne le PDPR, avec chez vous une spécificité qui est l'intervention du club vosgien. Mais vous avez aussi des acteurs qui peuvent être sur des réseaux complémentaires. Ici, je vous mets en évidence des propositions faites au niveau régional par un partenariat FF Randonnée et SNCF sur des randos combinés avec les gares, point de départ de gare, etc., qui sont intéressantes pour du séjour, pour l'itinérance, mais aussi pour de la journée pour certains, hein. Les équipements sur de l'information, bien sûr les équipements sur tout ce qui est le réseau lui-même. On a toujours l'impression que la randonnée c'est facile et c'est pas cher. En fait, ça coûte cher au territoire, hein, vous êtes plus ou moins bien placé pour le savoir, de la création, de l'animation, de la signalisation. Et puis de la surveillance et de la maintenance. Là, je vous mets en évidence Suricat. En général, vous connaissez ce système-là, hein, qui est maintenant piloté, géré par le pôle ressources sport nature, et qui est une émanation, en fait, une adaptation du système Ecoveil de la Fédération de randonnée pédestre qui s'est élargi à toutes les pratiques. Ça, c'est à la fois un bon outil pour gérer son réseau, mais à l'autre opposé, on en reparlera peut-être tout à l'heure, quand vous mettez en avant des arguments, ou quand vous essayez de montrer que vous êtes un territoire accueillant pour les randonneurs, leur indiquer qu'il y a un petit outil très simple pour signaler un dysfonctionnement sur le réseau et faire en sorte que derrière, alors c'est là qu'on ne maîtrise pas forcément la chaîne d'intervention, mais que derrière, on va mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour que le dysfonctionnement disparaisse pour les suivants. Ça veut dire, je prends soin de vous. Je suis attentif à la qualité de votre expérience de randonneur. Alors, la question n'est pas sur la rapidité de la remontée d'informations, elle est plutôt sur la rapidité de l'intervention sur terrain pour réparer le dysfonctionnement, mais c'est un outil qui, à mon avis, mérite d'être mis en avant. Il y a des territoires qui le mettent en avant systématiquement sur leur communication, par exemple, en le valorisant pour justement manifester cette attention vis-à-vis des clientèles de randonnée. Donc ça, c'est un étage qui est primordial, qui n'est pas si évident que ça, hein, des chemins qui se ferment, des chemins qui ne sont pas conventionnés, des dysfonctionnements répétés, ça n'aide pas à avoir une qualité dans la proposition de base. Et on n'a pas les mêmes outils qu'une voirie de type routière, hein. C'est pour ça que parfois le vélo, même si c'est plus cher, c'est parfois plus facile de garantir que sur une départementale, il n'y aura personne qui mettra un jour un peu barbelé en travers en disant « vous ne passez pas parce que c'est chez moi ». Ou qu'il y ait une route qui reste fermée trop longtemps, hein, sachant qu'on n'est pas sur les mêmes enjeux. Au-dessus, ben, une infrastructure brute, même s'il y a de la signalisation, ça ne nous amène pas à grand-chose, sachant qu'on a un petit peu, si on a tendance à penser qu'un séjour de randonnée, c'est un tracé avec un point A, un point B et puis des balisages, ça ne nous amène pas très loin, même si on donne une idée d'hébergement. On a besoin d'avoir au-dessus tout un étage d'équipements de valorisation. Par exemple, ici, je mets une présentation, mais ça peut être un tas d'éléments qui ne sont pas à proprement parler dans l'infrastructure de pratique, mais qui sont des éléments de contenu ou d'agrément. Et puis, plus largement, des services aux randonneurs qui, eux, vont relever plus souvent de l'initiative privée. Et là, tout se joue sur les partenariats entre les territoires et les sociopros. Donc ça, c'est votre quotidien d'office de tourisme. Ce n'est pas toujours évident quand on n'a soit pas les prestataires, hein, il manque un hébergement, on n'a pas le transport de bagages ou autre, ou on a des prestataires, mais on n'est pas suffisamment adapté à des clientèles particulières comme les randonneurs. À ce titre-là, au niveau des hébergements, on en reparlera tout à l'heure sur des besoins plus précis, il y a des checklists, hein. On parle beaucoup sur le vélo, a le vent en poupe, hein. Notre activité de randonnée actuellement, c'est celui qui a le plus le vent en poupe pour tout un tas de raisons. Et la labellisation accueil vélo est quelque chose qui est assez repéré et référencé.
Mais dans la randonnée, on a les mêmes éléments qui peuvent exister. On n'est pas obligé de les mettre en œuvre, mais en tout cas, les référentiels existent. On sait ce dont on a besoin dans un hébergement pour les randonneurs. Hein, ça s'appelle toujours d'ailleurs Rando Accueil. Il y a d'autres référentiels qui ont été construits purement sur l'itinérance, là, sur des pratiques encore plus exigeantes à l'occasion du contrat de destination Voyage dans les Alpes, il y a quelques années. Mais on a un certain nombre d'outils qui permettent de vérifier ce qu'on a sur son territoire, ou quand on est un prestataire, savoir si on est à la hauteur par rapport à des besoins de base de randonneurs. Ici, je vous mets une petite illustration toute bête, c'est juste, ça c'est à Saint-Jacques-de-Compostelle, partout. Partout, je peux laisser mon sac, parce que ça m'encombre. Hein, parce que si je veux aller dans un magasin, si je veux aller visiter un site, on a le même niveau de besoin qu'un touriste à vélo. Or, on sensibilise beaucoup les hébergeurs sur les clientèles cyclistes. Et les hébergeurs qui accueillent des randonneurs n'ont pas forcément tous un service, une configuration adaptée à l'accueil de ces clientèles-là. Ou les restaurateurs, hein, je vais vous mettre tout bête un vestiaire ici, tout à l'heure, vous verrez une illustration sur laquelle on a des gens qui arrivent mouillés. Quand on va au resto, qu'on sort de sa voiture, on n'arrive pas à tremper. Alors que quand on est un randonneur à qui on a dit bah, vous pouvez faire une étape ici, un resto sympa, etc., si on n'a rien pour aller faire sécher son poncho, le temps de repartir, c'est pas super, c'est pas rando friendly, comme on dit. Les autres outils, hein, ou les autres services, on les réévoquera ensemble tout à l'heure, mais la préparation de ces randonnées, bon, avec toute la partie numérique, sachant que le papier a encore une vie intéressante dans la randonnée, hein. La carte top 25, pour une certaine catégorie, notamment les segments sportifs, ou pour certains secteurs comme la montagne, reste important. Le papier n'est pas mort là-dessus non plus. Et puis, les niveaux de service en termes d'encadrement ou pas, hein, puisque vous avez une grande partie maintenant des produits de randonnée qui sont des randonnées dites en liberté, où vous avez des gens qui sont assez autonomes pour marcher, mais qui sont contents que les réservations aient été faites à l'avance, que tout était prévu, que éventuellement les bagages soient transportés si on est sur de l'itinérant. Hein, donc ça, c'est les éléments sur lesquels il faut être bon, ou il faut avoir des prestataires qui sont bons dans ce domaine-là. Les randonnées accompagnées, ça devient, je ne dirais pas marginal, parce que ça dépend de la valeur ajoutée que les voyagistes ou que les prestataires veulent mettre en avant, ou que les territoires veulent mettre en avant. Voilà pour les deux étages de base sur lesquels il faut travailler ces séjours, sachant qu'ici, je vous mets pour mémoire, en fait, c'est la gradation des besoins en service en fonction du format de pratique. Entre un randonneur qui vient la journée, un randonneur qui vient pour un séjour sédentaire, quelqu'un qui vient pour du séjour itinérant, ou à l'extrême, là, sur un événement rando. Et là, sur un événement rando, on concentre les choses sur un temps donné, donc il faut que tout se passe bien. Donc là, on doit être dans le zéro défaut. Mais vous voyez qu'on a une transition ici entre des services, et à chaque fois, on va rajouter un étage. Sur le séjour, on a besoin d'avoir des services dédiés séjour, bien sûr, camp de base, mais services plus qui sont dédiés aux randonneurs. Est-ce que je vais le chercher à la gare parce que lui, il vient sans rien? Est-ce que j'ai de la place pour qu'il mette ses affaires quand on est un randonneur sédentaire sur 3 jours ou 2 jours même dans un hébergement? Est-ce que j'ai de quoi faire sécher mes chaussures? Est-ce qu'il y a une carte avec l'ensemble des itinéraires à proximité, etc., etc. Est-ce que je peux avoir le renseignement ad hoc avec l'hébergeur? Vous voyez qu'on a les mêmes ressorts qu'avec l'activité vélo. Et puis l'itinérant, qui est le top, donc le top du besoin, donc le top des services à satisfaire, que je vais détailler un petit peu plus. L'idée, en fait, c'est de développer un environnement qui est rando-friendly, c'est-à-dire j'arrive sur un territoire dans lequel je sens que tout ou beaucoup de choses sont faites pour que je me sente bien. En tout cas, quand on m'indique un secteur comme étant un lieu de pratique, ou quand on va me dire venez 2 jours à tel endroit pour Rando Moselle faire un petit séjour, il faut que ça se sente, il faut que ça se voit. Alors, comment est-ce qu'on peut... On disait au début que l'objectif, c'est de faire de l'économie touristique, donc générer de l'activité avec la randonnée.
Et la première façon de générer de l'activité, bien sûr, le séjour, la nuitée. Comment est-ce qu'on suscite de l'intérêt pour la nuitée? Alors qu'on pourrait, sur certains secteurs, parfaitement venir à la journée. C'est ce qui se passe beaucoup dans les territoires périurbains. Mais on a quelques éléments qui permettent de susciter l'intérêt et puis en fait de dire bah tiens, finalement, pourquoi je n'irais pas passer une nuit? D'habitude, où j'ai envisagé d'y aller la journée, qu'est-ce qui me ferait y aller en mettant une nuit ou 2 nuits au passage? La première chose, c'est appuyer sur le fait que ça permet d'être au bon endroit. Le bon endroit, ça veut dire que plutôt que d'aller picorer avec ma voiture, d'aller faire des sorties les unes après les autres à la journée, j'ai l'hébergement qui est vraiment au cœur de l'offre d'itinéraire. Donc là, je vais amortir mon déplacement, où je vais vraiment profiter du territoire. Alors que ça soit voiture individuelle, mais je vais vous inciter quand même à raisonner beaucoup plus sur les écomobilités. Voiture individuelle ou pas, le but est de se dire mon voyage doit me rapporter plus d'expérience d'activité que de voyage, donc que de déplacement. Sauf à considérer que le voyage fait partie des déplacements, c'est aussi une façon de voyager qui redevient intéressante, notamment les gens qui partent en train, et le trajet lui-même est plus intéressant que de partir en avion, mais là on part des moyens courriers. Ici, pour ce qui nous concerne, être bien situé sur l'itinéraire, sur le réseau d'itinéraire, ou être bien connecté. Je dis ça pour les territoires, je dirais, vous êtes certainement quelques-uns dans ce cas-là, en disant ben, moi j'ai un super secteur de pratique, mais je n'ai pas d'hébergement au cœur de ce secteur-là. J'en ai un qui est sympa dans la ville d'à côté, etc., ou qui prend la nuitée, c'est un hôtel. Et là, l'important, c'est de dire est-ce que je suis bien situé ou est-ce que je suis bien connecté? Parce qu'en fait, je peux être très bien situé en tant qu'hôtel. Le soir après la rando, je peux aller visiter quelque chose en plus ou me faire un bon resto en ville ou profiter d'une ambiance urbaine. Mais parce qu'il y a un réseau transport en commun, parce qu'il y a des taxis, parce qu'il y a tout un tas de choses, je n'ai pas hésité à programmer une nuitée sur le territoire parce que je peux combiner l'hébergement qui est peut-être en ville à côté de la gare par laquelle je suis arrivé en train. Et puis le lendemain, j'ai très facilement la possibilité d'aller sur les lieux de pratique. Donc on n'est pas obligé de raisonner. Enfin, l'idéal est quand même d'avoir des hébergements au bon endroit partout, mais on peut aussi être avec une connexion. Ce que feront quand on est sur des treks, hein, ou quand on fait des séjours organisés en tant que tour opérateur, on n'a pas forcément l'hébergement à l'endroit où on arrive à la fin d'une randonnée. Hein. Et c'est à ce moment-là que le minibus du tour opérateur arrive et fait le transfert. Et c'est ça la valeur ajoutée d'un tour opérateur, c'est qu'il va arriver à mettre en face des beaux morceaux de randonnée et des beaux endroits pour séjourner. Il cherche aussi l'idéal qui est le beau morceau de randonnée connecté directement sur le bel hébergement. Mais quand on ne l'a pas, on fait autrement, avec un transfert. Et on valorise ce côté-là. Et puis surtout, l'hébergement, le bon endroit, c'est aussi l'hébergement dans lequel moi, en tant que randonneur, je suis bien pris en charge. Alors, adapter à la pratique, randonnée pédestre, ça veut dire dans son fonctionnement des horaires qui vont. C'est-à-dire que peut-être que marcher, c'est une activité qui se pratique pas forcément en plein cagnard, donc on va avoir besoin d'avoir un petit déjeuner le matin, on va peut-être avoir besoin en termes de conseils que l'hébergeur soit un petit peu au courant, en termes de configuration, que le bâtiment, il me laisse de la place parce que j'ai besoin d'avoir les chaussures ici, mes bâtons là, mais que personne ne me les vole, je ne sais pas, un sac à dos qui va dans la chambre ou qui n'y va pas s'il y a les punaises de lit. On pourra évoquer la question de l'itinérance, c'est une préoccupation dans certains secteurs. En tout cas, quelque chose qui est adapté à ma pratique. Et puis avec des équipements qui peuvent être avec parfois tout bête, hein, quelqu'un qui vient là pour savoir un petit peu ce qu'il y a à faire autour, même s'il y a le numérique à tous les étages, dans sa préparation de séjour ou autre, vous pouvez très facilement avoir dans votre hébergement une carte sur mesure. Hein, à l'IGN, ça coûte 20 €. Votre carte personnalisée avec tous les itinéraires qui se pratiquent autour de votre hébergement. Et puis, autre façon de valoriser le fait de finalement rajouter une nuitée à sa sortie randonnée, c'est d'être au bon moment, quelque part. Le bon moment, c'est par exemple après la surfréquentation. Je vous mets ici un exemple qui pourrait être les Calanques ou autre. Hein. Vous avez le lac Blanc
au-dessus de Chamonix, vous avez entre 2500 et 5000 personnes par jour qui montent en téléphérique. Ils sont là-haut à partir de 9h30 parce que le temps que le téléphérique arrive et qu'il marche, ils arrivent là. Ils repartent vers 4h pour ne pas rater la dernière benne. Et ben, après 4h, vous êtes dans cette situation-là avec un effet privilège qui est assez important. Donc, il y a des secteurs sur lesquels c'est intéressant d'argumenter sur la nuitée qui vous permet d'être tranquille, sachant qu'on a de plus en plus d'endroits fréquentés, ou alors d'être avant tout le monde, c'est-à-dire visiter le château avant de partir sur la randonnée à thème ou sur la randonnée qui est sur ce secteur riche en patrimoine. Et puis ici, un élément plutôt naturaliste, c'est-à-dire que passer la nuit quelque part permet aussi d'accéder à des éléments de patrimoine naturel, de paysage, il y a des levées de soleil, des couchers de soleil. Je ne parle pas des aurores boréales d'hier soir, parce que ça, c'est vraiment, enfin, en ce moment, c'est plus spécifique et largement anecdotique, mais le brame du cerf est un des exemples types du fait que, comme ça se passe soit en soirée, soit très tôt le matin, mais plutôt en soirée, parce que tôt le matin, c'est le retour du route et c'est moins évident pour le grand public, vous avez des arguments pour pouvoir faire passer des gens qui viendraient à la journée à la nuitée. Et puis, dessus, comment est-ce qu'on gère du service additionnel marchand? Parce que du service non marchand, on en a beaucoup à l'amont, hein, sur toute la préparation. Les territoires font beaucoup, et même les prestataires beaucoup, pour les fichements d'eau, pour enfin, tout ce qui est éléments de préparation. Mais une fois qu'on est en place, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on a, dans la même logique, des prestataires adaptés. Ici, vous avez un restaurant d'eau, où en l'occurrence, il y a un endroit, si j'arrive mouillé, je ne mets pas mes affaires sur le même porte-manteau, je ne suis pas un gêneur, je suis un randonneur, et donc je suis bienvenu, puisqu'on a pris en compte mes besoins. Dans le Nord, il y a des cafés rando, donc il y a un label qui se met en place sur les cafés rando, un endroit où on peut prendre un petit snack, on peut venir manger ses propres. Alors ça, c'est le système hors sac, comme dans certains gîtes ou refuge. À condition de point de consommation, vous pouvez être dans un secteur du café et puis manger votre pique-nique. Par exemple, parce qu'il fait mauvais ou autre. Donc, vous n'êtes pas, vous êtes bienvenu aussi en tant que randonneur, puisque les choses ont été prévues pour vous. Et puis, vous avez, alors je parlais tout à l'heure des transferts. Les transferts ne sont pas forcément pour les itinérants, hein, je vous le redisais, quelqu'un peut être en séjour sédentaire, avoir besoin à un moment d'un transfert pour un retour point de départ, pour un rapatriement, hébergement en étoile. Et ici, si on aborde la question de l'encadrement, je vous ai dit que l'encadrement, c'est assez minoritaire dans les besoins. Il n'empêche que c'est une façon de donner de la valeur, c'est une façon de donner du contenu, c'est une façon d'afficher une valeur ajoutée supplémentaire. Et la chance, c'est que la randonnée pédestre n'est plus réglementée, en tout cas en dehors de la zone montagne, et notamment l'hiver, n'importe qui, à condition d'être en règle en termes fiscal et de réglementation sur une activité professionnelle, mais n'a pas besoin d'une qualification particulière. On dit qu'elle est conseillée, mais il n'y a pas d'obligation de détention de diplôme professionnel pour encadrer la randonnée en dehors de l'environnement montagnard hivernal, parce que sur l'estival, c'est encore un petit peu en bisbille au niveau du Conseil d'État. Donc ça, c'est une façon d'ajouter de la valeur ajoutée, d'ajouter de la valeur, pardon, sachant qu'on a une émergence de plus en plus nette sur des métiers de guide urbain. Ici, je vous mets un exemple assez sur Lyon, en l'occurrence Urban Trek, où vous avez des métiers qui auraient paru improbables il y a quelque temps et qui ont maintenant beaucoup plus de visibilité et qui permettent de construire des produits de grande qualité, en l'occurrence. Et ici, quelque chose de plus classique qui est le guide nature, mais qui est l'équivalent. Voilà, sur le détail des services aux randonneurs, moi j'invite toujours les prestataires et les territoires à aller sur le niveau le plus élevé, c'est-à-dire comment est-ce que je pourrais satisfaire un randonneur itinérant, puisque c'est le plus exigeant. Hein, qui peut le plus, peut le moins. Et là, je vous ai listé des éléments sur lesquels on pourra discuter, vous pourrez vous pencher quand vous aurez le doc. Mais la première chose, c'est s'adapter à la pratique, quelle qu'elle soit. Mais ici, on est sur des randonneurs pédestres, donc il y a l'amplitude horaire. Alors c'est évident que je faisais référence tout à l'heure au restaurant pour les randonneurs. Il ne va pas arriver à une heure
peut-être il y a un aléa à accepter de la part du prestataire, parce que quand on marche à pied, s'il y a un orage, par exemple, on va peut-être se mettre à l'abri et puis on va reprendre un quart d'heure, une demi-heure plus tard. Donc, du coup, les horaires vont être un peu fluctuants. Ça, c'est des choses qu'il faut bien accepter quand on traite avec ces clientèles-là, encore un peu plus avec un itinérant d'ailleurs. Il y a tous les éléments qui sont listés ici sont des éléments importants à avoir en tête. Sur les étapes, pouvoir faire en sorte que le randonneur puisse, alors j'appelle ça remettre les compteurs à zéro, mais le problème n'est pas d'arriver mouillé au restaurant ou sur le site de visite, mais c'est de repartir sec, d'avoir pu, dans de bonnes conditions, avoir passé un moment et éventuellement en profiter pour améliorer sa situation quand on repart. Il y a un côté complexité qu'il faut lever sur tout ce qui est construction du séjour et fluidité du déplacement. Donc ça nécessite pas mal de coordination entre les acteurs, les prestataires, les acteurs qui font la promotion et puis ceux qui vont assurer le produit derrière. Parce qu'on a besoin de beaucoup de fluidité sur ces produits de randonnée. Tout ce qui est information et réassurance, c'est important, hein. Il y a des gens qui vont avoir très peu de compétences sur l'organisation, sur l'orientation, sur tout un tas de choses. La météo est importante sur ces activités de pleine nature. À chaque fois, on a besoin d'informations, de réinformations. Et puis derrière, on va rajouter du contenu, ça bien sûr. C'est hautement dépendant de ce que vous êtes capable de proposer dans vos différents territoires, mais on a beaucoup. Maintenant, les pratiquants échangent beaucoup sur les bons plans. Enfin, vous êtes tous soumis à ça, mais on a besoin de favoriser ça. Si vous êtes sur une offre locale, si vous êtes autour d'un événement particulier, créer l'outil communautaire qui permet d'échanger des expériences, qui vous permet à vous aussi de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et d'aller plus loin dans l'adaptation du séjour à vos clientèles. Ensuite, alors, 3 points importants. Les conditions du succès pour que votre séjour soit attractif, que votre offre randonnée puisse émerger. La première, c'est, alors on a tous cet outil-là, on a du circuit, on va pouvoir détailler un catalogue complet de randonnées, mais on a tout intérêt à structurer ça sous forme de gamme. Et même en ayant à l'intérieur un outil qui va permettre de détailler nos propositions, nos circuits, les ranger par thématique. Enfin, c'est la moindre des choses qu'on fait pour beaucoup d'autres offres et qu'on ne s'oblige pas à faire pour la randonnée. Or, ça foisonne. On a tous beaucoup de circuits. Il faut arriver à les faire émerger ou les faire rendre beaucoup plus lisibles par les clientèles. Après, tout dépend de quelle manière vous marketez vos pages sur les sites pour attirer tout de suite sur de la randonnée. Mais une fois qu'on est dans la partie randonnée, il faut que ça clique tout de suite sur l'intérêt que ça va présenter, plutôt que d'aller explorer chacun des circuits pour à chaque fois se rendre compte que c'est ça qu'il me faut ou c'est pas ça. Vous avez largement sur ce type d'offre intérêt à sélectionner et à mettre sur le devant de votre vitrine les éléments les plus saillants. Alors, à ce titre, Rando Moselle, c'est peut-être l'occasion pour vous, et c'est l'occasion pour vous de voir des éléments saillants que vous allez pouvoir mettre, alors là, du coup, temporairement sur le devant de la vitrine, mais qui sont l'occasion aussi de faire justement ce tri entre ce qui peut accrocher et ce qui n'accrochera pas ou moins, quoi. Si vous êtes perdu dans une offre pléthorique, ça va être compliqué. Donc, faire de la gamme, structurer une gamme, et qu'elle soit directement lisible. Et puis, vous avez quelques éléments clés que vous sortez. On parle beaucoup des pépites, mais là, pour le coup, c'est plus qu'important parce que ce n'est pas la quantité qui manque en général, c'est plutôt l'émergence de produits qui cliquent avec les besoins de vos clientèles. Et puis, autant il y a des randonneurs qui vont déplier une carte et voir tout de suite quel est le tracé qui va les intéresser, où est-ce qu'ils pourraient faire étape, par quelle gare ils vont arriver, autant vous avez largement, mais vraiment largement intérêt à formater des suggestions de séjour. Même si au bout, il n'y a pas le clic de la réservation, parce que pour l'instant, vous n'êtes pas équipé ou qu'il n'y a pas de prestataire qui propose en package. Ce que je vous disais tout à l'heure concernant les salons,
c'est valable pour beaucoup de choses, c'est-à-dire que vous allez, vous allez inciter des gens à organiser leur séjour autour d'une proposition. Ils partiront pas de zéro, ils n'iront pas forcément sur ce que vous avez proposé directement, mais ils ont besoin que vous leur donniez des lignes directrices. Le nombre de visiteurs de salon ou de gens qui vont demander à des voyagistes leurs fiches techniques, etc., pour après avoir une petite idée, c'est assez hallucinant. À telle enseigne que la diffusion de fiches techniques, c'est souvent en ayant donné son mail. Enfin, un tour opérateur ne laisse pas sortir sa fiche technique n'importe comment, ou alors il ne met pas forcément tous les bons plans. Il y a des destinations sur lesquelles on se réserve l'hébergement, le seul hébergement du secteur, et on ne donnera pas le bon plan à tout le monde. C'est vous dire comme les suggestions des catalogues de référence sont importantes, et c'est important aussi pour vous d'avoir quelques suggestions qui permettent de mettre le pied à l'étrier à ceux qui sont vraiment vont être auto-organisés, mais n'auront pas le savoir-faire de ceux qui ont de toute façon pas besoin de vous et qui font leur marché comme ils veulent. Ici, je vous ai mis à gauche un élément qui est sympa, hein, les Couévrons, c'est en Normandie en l'occurrence. Alors ils vous disent, voilà, on est discret, on a tout un tas de choses, on a un chemin qui va sur le Mont-Saint-Michel, on a l'autoroute. Alors convaincu, point d'interrogation, mais je ne vous ai pas mis la suite parce qu'en fait, la suite, il n'y en a pas vraiment. C'est-à-dire qu'on vous dit, venez chez moi. Après, il y a effectivement circuit avec toutes les fiches rando, mais on n'est pas en train de me suggérer que je peux faire un séjour en étoile, 3 châteaux, en me suggérant au jour 1 de m'arrêter ici, faire une variante. Moi, ce que je vous engage à faire, c'est de raisonner d'emblée sur l'écomobilité, puisqu'on a de plus en plus de gens qui vont chercher à s'affranchir de la voiture pour tout un tas de raisons, qu'elles soient éthiques ou économiques, à être vigilant sur le calibrage horaire dans vos suggestions. Rappelez-vous à qui vous vous adressez, selon que vous êtes sur des gens qui vont être plutôt dans le segment des randonneurs qui vont être sur du 4 heures, qui vont chercher un petit peu la difficulté et autres, ou alors des gens qui vont être en balade, être très réaliste sur les enchaînements, sur les propositions, sur les kilométrages. Proposer des variantes en plus ou en moins, parce que ça correspond à des fonctionnements classiques de topo de randonnée. Il y a un cœur de proposition, et puis on dit pour en faire plus, pour en faire un moins, mais il faut suggérer ça. Vous avez le savoir-faire et vous avez une fine connaissance de votre territoire, ou vos prestataires en ont une encore plus fine, pour pouvoir ajuster des choses et faire gagner du temps à tous ces candidats randonneurs, candidats séjournants, qui vont vite choisir entre vous ou votre voisin en fonction de ce qui leur semble plus facile d'accès en termes de préparation. Et puis les à côté, donc ça c'est tout ce qui est, alors dépend hautement des contenus patrimoniaux ou autres que vous pouvez mettre dans vos propositions. Sachant qu'en France, globalement, il y a très peu de territoires qui n'ont rien à dire ou rien à proposer. Tout le monde a des patrimoines à mettre en avant et c'est un des gros facteurs d'attractivité sur la destination France. Autre élément important, le troisième élément, c'est vraiment mettre en avant les bénéfices aux randonneurs. C'est pour ça que je vous invite à bien les situer sur votre matrice de segmentation pour bien savoir s'il faut les faire réagir par rapport à tel ou tel argument. Ici, ce qui est important, vous avez un prestataire, en l'occurrence c'est en Bretagne, lui il travaille efficacement sur le hors-saison. C'est-à-dire on peut considérer qu'on a un territoire pas attractif. Lui, il disait c'est dommage que la Bretagne soit un territoire attractif, mais pas attractif l'hiver ou en hors saison. Et en travaillant sur ces argumentations, et notamment sur ce que je vous présentais tout à l'heure, il y a un effet privilège. Je suis un endroit où les autres ne sont pas. Il y a des lumières qu'il n'y a pas ailleurs, etc., etc. Là, on génère une appétence pour un séjour, du coup, décalé. Et là, c'est tout de suite gagné parce qu'en plus, en l'occurrence, il est le seul à le faire. Parce qu'avant de se lancer là-dessus, alors peut-être qu'une fois qu'il aura défriché ce marché-là, il y aura un grand engouement pour la Bretagne d'hiver, pardon.
Ce n'est pas forcément le cas tout de suite. Mais par exemple, certains secteurs, à l'inverse, le Vaucluse le fait sur d'autres types de saisons, puisque ils ont une saison difficile pour eux, c'est l'été, avec des massifs forestiers fermés à cause des risques d'incendie. Donc il faut qu'ils trouvent une autre façon d'attirer des randonneurs sur des parties qui sont praticables. Donc on arrive à lever des freins en travaillant correctement sur l'aménagement des bénéfices clients. Hein, très souvent, on s'arrête à une description ou à une description peu engageante, enfin peu spécifique. Ah, il y a quelqu'un qui frappe à la porte, je crois, Daniel. Vous pouvez l'admettre. Voilà. Ça, c'était les éléments importants pour formater des séjours qui soient attractifs. Et puis, pour que vous puissiez, vous, alors là, ça s'adresse au territoire, hein, pas aux hébergeurs. Comment est-ce qu'on met en ordre de marche son territoire pour avoir justement suffisamment d'éléments constitutifs d'une offre? Bah, c'est déjà de la coordination. Ça, vous le faites en général avec plus ou moins de bonheur par rapport à la réceptivité des socioprofessionnels qui peuvent être absorbés par leur activité ou pas forcément intéressés par une démarche collective. Mais ça, c'est important quand on commence à avoir besoin d'un territoire rando-friendly, c'est-à-dire que tout le monde travaille ensemble. La mise en place des services aux randonneurs, bah, ça peut passer par des démarches de labellisation ou pas. En tout cas, ça peut commencer par des démarches d'animation de réseau, d'échange d'informations, de qualification. Sachant que je vous ai mis ici un autre élément tout à l'heure, je vous présentais Rando Accueil. La Fédération de randonnée pédestre démarche directement les hébergeurs en leur proposant d'être juste référencés sur leur site comme étant compagnons de route, randonneurs, donc vis-à-vis d'une cible privilégiée qui sont les adhérents. Donc il y a plein de façons d'aller faire à sa façon cette démarche-là. La Haute-Vienne a une démarche de qualification des hébergements spécifiques randonnée. Sans aller très loin dans la lourdeur de la démarche, vous pouvez diffuser des référentiels, sensibiliser sur les demandes des randonneurs, dont on pense globalement qu'ils n'ont pas beaucoup de demandes. En fait, c'est quand même un peu plus compliqué que ça. Et puis, bien sûr, je vous parlais tout à l'heure des salons, la promotion collective ou l'émergence de l'offre, hein, que ce soit sur les sites, sur les places de marché ou autres, ça, c'est forcément du collectif, hein, c'est une coordination et une agglomération de prestations. Et puis, alors l'étage qui souvent pose question, un petit peu moins maintenant, mais les outils de commercialisation et les relations avec des tours opérateurs éventuellement quand il y en a, mais outils de commercialisation, je dirais que si vous avez des suggestions suffisamment incitatives et attractives, vous n'avez pas forcément besoin d'aller vers l'outil de commercialisation. C'est quand même le nec plus ultra d'avoir quelqu'un avec qui on a fait une suggestion qui peut cliquer à la fin et réserver tout de suite. Parce que du coup, il n'ira pas chercher ailleurs. Il a tout de suite l'impulsion et vous avez déclenché la vente. Mais le minimum, c'est d'avoir fait ces suggestions de séjour bien formatées, visibles parce que votre gamme est structurée, attractif parce qu'on a bien travaillé sur le libellé des bénéfices clients. Et ça, c'est la façon la plus simple, en tout cas pour les territoires, de gagner de l'attractivité. Sachant que vous, sur Rando-Moselle, en plus, vous avez toute la dynamique de communication qui va avec Rando-Moselle pour vos séjours spécifiques Rando-Moselle sur 1-2 nuitées à l'occasion de ce week-end. Mais plus largement après, c'est la même démarche à développer sur le long terme. Voilà pour les quelques éléments de discussion. On va prendre un petit temps pour échanger sur les éléments sur lesquels je serais passé un petit peu trop vite ou sur lesquels, par rapport à des cas particuliers, il y aurait des questions. Très souvent, c'est un manque d'hébergement, à quel endroit être visible. Je ne sais pas quelles sont vos problématiques spécifiques. Les micros peuvent être ouverts sur demande. Enfin, vous pouvez vous manifester en levant la main ou en prenant la parole si on n'est pas 50 à le faire à la fois.
Pas de questions particulières? Pas de difficulté dans la mise en œuvre? Oui, bonjour, moi j'ai une petite question. Donc, je suis Estelle, Trois Frontières Tourisme. On a un parcours de trail sur notre Oui, territoire et je voulais savoir si ce public justement de trailers a des attentes un peu bien sûr. plus particulières et notamment dans le cadre de Rando Moselle, comment on pourrait faire en sorte d'y répondre. Merci. Alors, bah, du coup, j'en ai pas parlé. Je les avais évoqués sur, le webinaire de l'an dernier, me semble-t-il, les clientèles trail. Bien sûr qu'ils sont intéressants. Alors, c'est une des variantes de la randonnée pédestre, même si on parle de course, hein. La course, c'est quand il y a les deux, à un moment ou à un autre, les deux pieds touchent pas terre. Là, on est dans la définition, mais je les considère dans les clientèles pédestres et les clientèles pédestres intéressantes. Euh, alors, comment les attirer sur des séjours et comment les attirer sur des séjours dans le cadre de Rando Moselle? Les trailers, je parlais de consommation d'espace et d'itinéraire, hein, pour les activités de randonnée. Le trailer, il consomme beaucoup d'itinéraires parce que, bien sûr, lui, il court. Donc, c'est un petit peu comme le vélo, il faut lui offrir, il va falloir formater votre séjour, alors avec de la distance, mais vous pouvez avoir des clientèles sur lesquelles il faudra de la progressivité. Ça veut dire que sur un séjour de nuitée, vous pouvez à voir si vous avez des prestataires ou des clubs qui peuvent vous aider sur de la définition un peu technique, sur une petite progression sur 2 jours ou sur 3 jours pour découvrir progressivement, ou des circuits de plus en plus sportifs ou longs, parce qu'on peut aussi faire du trail en trottinant. Attention, on a une image du trailer comme étant ultra sportif et ultra compétiteur. Et les chiffres qu'on présentait l'année dernière sont moins radicaux que ça. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont pas tant compétiteurs que ça, hein. Et quand ils sont en compétition, c'est pas forcément pour la gagne, écraser l'autre, etc. C'est aussi pour se mesurer à soi-même ou être dans une ambiance conviviale. Donc, Mais ça peut- justement, en parlant de ça, je pense que les trailers ont des rythmes différents. Et oui. donc, le côté rando accompagné qu'on fait beaucoup sur Rando Moselle, on peut peut-être oublier, alors dans ce cas, sur ce type de public ou pas? Est-ce qu'il faut qu'on prévoit des guides ou pas? Non, alors si vous en avez, ils vous diront tout de suite si le terrain se prête à avoir du coaching, hein, parce qu'en fait, vous êtes en train de parler de produits à forte valeur ajoutée qui serait un produit de coaching. Parce un guide de trail n'est pas tellement plus nécessaire qu'un guide de randonnée. La valeur ajoutée en randonnée, elle n'est pas dans l'itinéraire, elle est trouver l'itinéraire ou autre, elle est dans ce qu'on va découvrir au fil de tout ça. Donc, si on transpose ça au monde du trail, le coach de trail, lui, il peut faire découvrir d'autres aspects de la pratique. Ça peut être un entraînement particulier, ça peut être une technicité particulière, parce que ça peut être. Vous êtes sur un territoire de quel type? Vous êtes sur la montagne, sur le rural, sur On est sur le rural. On le est au rural? bord de la Moselle, sur le transfrontalier, mais avec un tout petit peu de dénivelé, mais pas tant que ça. D'accord. Parce que si vous étiez sur un secteur montagne, il pourrait y avoir un apprentissage, un apprentissage technique sur comment je descends en sécurité, comment je gère la montée, l'appui sur les bâtons, des choses comme ça. Mais si vous êtes sur quelque chose qui est et votre offre est balisée trail, Oui, 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 oui. d'accord, donc vous avez déjà un balisage qui a été mis en place par un club, par des C'est un prestataires. balisage, en fait, c'est transfrontalier. On a beaucoup travaillé avec nos collègues allemands et c'est eux qui ont réalisé le balisage. Donc vous avez tout ce qui va avec, il y a l'appli, il y a de la doc. Ouais. Ok. À mon avis, vous allez plutôt les mobiliser là, pour le coup, sur la prestation hébergement, sur de la, ou alors sur l'itinérance. Le trailer, il a un avantage, c'est qu'il a une toute petite coquille. J'appelle ça la coquille parce que c'est le syndrome de l'escargot. Il transporte peu de choses avec lui. Donc, s'il va d'un point A à un point B, il aura besoin de beaucoup de choses au point B parce qu'il ne transporte rien. Il veut être léger. Alors que le randonneur peut avoir un petit sac avec des affaires sur lui, hein. Vous pouvez proposer une mini itinérance trail. Par contre, il faut du kilomètre, hein. Il y a des gens qui vont courir correctement, mais des gens qui ne font ça qu'à la journée peuvent être intéressés par un produit qui va les emmener sur plus d'espace
éventuellement, si vous êtes sur du transfrontalier, c'est intéressant aussi de se la jouer. Je passe une frontière et en courant, mais j'ai pas les douaniers, j'ai pas la police des frontières derrière. Mais peut-être mini itinérance trail, sachant que mini itinérance trail, c'est quand même du kilométrage. Est-ce que vous avez la possibilité de faire ça? Aujourd'hui, on a 32 kilomètres. C'est Ah, peut-être ça fait pas pas beaucoup, oui. suffisant. Ça fait pas beaucoup, Pas oui. suffisant. Ça fait pas beaucoup. Ou alors c'est ouais, sur du trail, sur du petit séjour, ou alors quelqu'un qui est plutôt dans la découverte du trail et sur lequel vous allez être sur du sédentaire avec une petite mise en jambe la veille, ou alors quelqu'un qui arrivera le soir pour être le matin sur le départ. Oui, il n'y a pas une course particulière chez vous ce jour-là. Non. Non. Enfin, après, à organiser, hein, on se demandait justement ce qu'on pouvait organiser dans le cadre de Rando Moselle, parce que c'est un public aujourd'hui qu'on ne touche pas Ouais. assez. Parce que ça peut être une organisation lors d'un événement, on peut appeler ça course le jour J, avec un repérage, une préparation la veille, sur lequel vous générez du séjour, hein. Classiquement, sur Mhm. les événements sportifs, la pasta party, etc., c'est une occasion d'être là la veille, hein. D'accord. On va faire le plein d'hydrates de carbone, on va récupérer son dossard. Alors, ça peut être une modalité plus conviviale si vous voulez la jouer moins sportive. Ça, c'est à voir avec un club ou les gens qui peuvent organiser des événements chez vous. Ok. Estelle, si je peux me permettre juste. Oui. Ouais, je pense que pour organiser un événementiel de type trail, ça me paraît un peu court là maintenant, vu les délais. Ouais. Je pense que c'est quelque chose qui peut éventuellement s'envisager pour l'année prochaine, éventuellement. Ok. Parce Ouais. que ça s'inscrit très tôt dans les programmes. C'est un peu comme la rando, hein, voilà. Et puis voilà, pour le mois de mai, voilà, ça me semble un peu juste. Par contre, je pense que le circuit peut tout à fait convenir également à un produit de randonnée Ouais. un jour. Et voilà, le considérer, même si c'est à balisage de trail, le considérer comme un circuit d'itinérance. 30, Ok. 30 km, ça peut se concevoir sur 2 jours. Oui, Mhm. 30 km, oui, parce que quand je parlais tout à l'heure de formatage et de calibrage horaire, quand enfin, pour des marqueurs moyens, considérez que l'heure de marche, c'est 3-4 km Oui. sur des terrains basiques de marche effective, hein. Et que vous allez faire, je sais pas, peut-être 10-12 km sur la journée sans aller trop loin, avec des gens sur lesquels vous pouvez aller vendre un déplacement de type itinérant. Sinon, sur le trailer, vous avez aussi les possibilités quand on est quand on veut générer du séjour, on a le spécialiste. C'est-à-dire que vous pouvez avoir euh, le week-end trail diététique, enfin, un nutritionniste du sport qui vient faire une intervention. C'est un petit peu ce qu'on fait aussi quand on a le week-end chasse photographique. Donc, on se rassemble, on a le camp de base sur lequel on a le photographe animalier qui en contact, qui regarde un petit peu, on fait quelques essais tous ensemble. Le lendemain, on va voir le dessert, on va faire de la photo naturaliste en forêt tous ensemble. Ça peut se transposer sur le monde du trail avec un côté plus technique. Mhm. Ça peut être ça, ça peut être la préparation ou la récupération ou autre. Ok, C'est merci. un contenu que vous pouvez injecter dans un séjour du coup qui est plus sédentaire et qui ne nécessite pas d'événements mais qui s'appuie sur votre circuit. D'autres cas particuliers ou interrogations? Enfin, l'idée dans ce que je présentais, c'était de dire euh, moi, je suis dans un secteur sur lequel on pense que c'est un territoire d'excellence pour la randonnée pédestre. Or, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que le basique est bon. Il y a du paysage, il y a du kilomètre, il y a de la dénivelée, il y a plein de choses. Mais si on ne greffe pas un certain nombre d'éléments dont je vous parlais tout à l'heure, finalement, il ne se passe pas grand-chose, hein. Et c'est ce qui a notamment poussé le territoire Savoie-Mont-Blanc, première destination touristique de France, à produire une étude spécifique sur son offre de randonnée et se rendre compte qu'il y avait plein de carences à
eh ben, à travailler pour avoir une meilleure offre, pour avoir plus d'encadrement, pour avoir une qualité d'accueil des randonneurs qui soit à la hauteur. Hein, ça peut paraître paradoxal et ça veut dire qu'à l'inverse, beaucoup de territoires peuvent, avec quelques points de vigilance, proposer des offres intéressantes, générer du séjour, du court séjour comme c'est l'objectif, de manière ponctuelle du coup là sur Rando Moselle, mais qui peuvent enclencher après la construction d'offres. euh, alors à la hauteur de ce qu'on est capable de faire, hein, c'est ce que je vous invitais à faire sur l'étude de vos infrastructures et de vos services et équipements. Puis quand vous faites ce diagnostic-là, quand il vous manque un maillon, bah, essayez de voir de quelle manière vous pouvez donner du contenu enfin, déjà avoir un réseau de bonne qualité, donner du contenu à une randonnée, essayer de stimuler l'émergence d'hébergements adaptés ou de connexions qui vous permettent de mettre en lien un hébergement et une offre de randonnée à proximité, non immédiate du coup. Et ça peut, en tant que checklist, ça peut vous aider à trouver des réponses à certaines questions qui sont incontournables. Hein. Le nombre de territoires qui disent j'ai de quoi faire pour marcher, mais j'ai pas d'hébergement. J'ai pas d'hébergement, ou mes hébergements ne sont pas disponibles à la bonne saison. C'est un petit peu le cas qu'on a très souvent, y compris chez nous, notamment sur l'itinérance. Accepter des gens à la nuitée ou même pour un court séjour. Enfin, je ne sais pas quelles sont vos difficultés ou vos capacités sur les différents territoires que vous représentez ici. Mais je crois qu'il y avait des hébergeurs, non, aussi, qui étaient avec nous aujourd'hui, qui sont connectés. Ouais, je ne sais pas si vous m'entendez, mais je suis Brigitte Heidbroglie du camping à Oui. Courtine Beach, camping d'Aspelshit, où j'ai pas mal de locations, et notamment des petites huttes qui seraient pas mal pour les itinérants, Ouais. et d'autres locations, chalets ou autres, que j'ai envie d'associer justement avec la randonnée, parce que je suis au pied du massif des Vosges du Nord, entourée d'une magnifique forêt. J'ai un petit Colorado magnifique à visiter qui est connu à proximité de chez moi. Et justement, c'est pour ça que je me suis joint à vous pour me donner un peu plus de matière à créer hébergement, un packaging hébergement randonnée qui peut, à mon avis, attirer un peu de monde. D'accord. Alors, ayez bien en tête que la randonnée liberté, ça devient le modèle. C'est-à-dire que maintenant, un randonneur, il s'attend à ce qu'on lui fournisse tout. C'est-à-dire qu'il a le roadbook. Regardez bien ce qui se passe du côté des gros de la pleine nature. Hein. Decathlon a remis en marche ce qu'ils avaient engagé il y a quelques années et il s'était arrêté en cours de route sur les applis rando, pleine nature, etc. Donc, vous avez, non, donc c'est Max qui opère pour eux tout ça. Et Max, c'est aussi une boîte qui fait les roadbooks numériques de Alibert, qui est un gros tour opérateur. Donc maintenant, une destination randonnée avec un S, elle doit pouvoir, soit elle directement, soit les prestataires localement, satisfaire des besoins qui sont j'ai juste besoin que vous me disiez ce qui est sympa à voir, quel est le format idéal pour le faire. C'est bien que je puisse cliquer, à la fin c'est réservé, mais j'ai besoin au moins de ça. C'est-à-dire ces propositions-là, et que je ne perde pas de temps à aller à l'essentiel. Simplement, laissez-moi 2-3 variantes, une en plus, une en moins, plutôt famille, plutôt sportif. Voilà. Gammez bien les choses, rendez-les évidentes, communiquez sur du bénéfice client en disant c'est un randonneur, le randonneur, qu'est-ce qu'il veut? Le randonneur, il veut que ses chaussures elles soient sèches, le randonneur, il veut que l'hébergeur puisse lui donner le bon plan ou que le voisin qui est dans la cahute d'à côté et qui a déjà fait le truc puisse lui parler de son expérience ou autre. Donc, je vais faire une petite salle commune dans laquelle ils vont se rencontrer ou un petit livre d'or, ils vont laisser le bon plan de machin pour les suivants, etc. Ouais, mais là, au niveau de mon accueil, oui, mais je pense travailler, je vais prendre contact avec l'Office du tourisme de Beach, qui est spécialisé dans la randonnée. Et puis, j'ai quelqu'un là dans le village qui est un randonneur, enfin, qui a déjà fait différents parcours fléchés qui partent de mon accueil du camping. Donc, je vais déjà travailler avec, je vais prendre contact avec ces différents acteurs qui maîtrisent un petit peu le domaine. Et puis après, effectivement, mon accueil peut être un lieu d'information et mes hébergements. Moi, je pense travailler, je viens de découvrir ce qu'étaient les randonnées en étoile ou en semi-étoile. Je vais travailler là-dessus. Hein.
Ah oui, en tant qu'hébergeur, enfin vous avez deux axes, hein. Vous avez les gens en sédentaire chez vous et puis la nuit, à la nuitée, enfin ce qu'on appelle Et à le la nuitée pour les clientèle de itinérants. passage, voilà. Qui est un autre exercice, mais c'est très bien de pouvoir voir ça, surtout sur votre secteur. Je pense que vous êtes sur quelles itinérances? Il y a des En grandes fait, itinérances. je ne sais pas trop encore. Je me penche avec vous pour la première fois ce matin sur le sujet que je vais mettre en place pour cette saison. Est-ce que la traversée des Vosges ou le GR5 passe pas loin de chez vous? Oui, alors il y a la traversée des Vosges, traversée du massif des Vosges, qui ne passe pas exactement à cet endroit-là. Sinon, il y a tous les sentiers d'excellence qui ont été mis en place par la Comcom du Pays de Beach. Et sinon, il y a tout un réseau également qu'on a mis en place dans le cadre du PDITR et que tu peux trouver sur notre appli mobile Balade en Moselle. Appli mobile, balade en Moselle, ouais. Balade en Moselle. C'est Daniel d'ailleurs. Ça faisait longtemps que je ne t'ai pas vu. Ouais, bah oui, t'es pas cap, ça fait un peu loin. Je sais pas si tu as eu l'occasion d'y retourner depuis. Pas trop, non, pas depuis. Il n'y a plus de Moselle Nature. Hein. Bon. Tu me parlais d'une application, laquelle? Application de Balade en Moselle. En fait, balade en on Moselle. retrouve toute l'offre de randonnée pédestre, vélo, équestre, ainsi que des points d'intérêt, les hébergements, les sites de visite. Voilà. Ce n'est pas uniquement une appli de balade, c'est aussi une application touristique. D'accord. Et alors, question qui s'adresse aussi bien à toi, Daniel, qu'à Monsieur Révray. Comment je peux faire pour me faire connaître en termes de communication, en dehors de l'OT et des fiches Sitlor? Bon, moi, j'ai un petit site internet, mais on est un tout petit village de 310 habitants hein, à côté de Beach. Comment je peux faire en dehors de mon Facebook où j'ai un peu augmenté ma communauté, mais elle est limitée pour l'instant à 1000 contacts? Où est-ce que je peux aller pour me faire connaître? Par quoi je peux passer? Alors, vos cibles randonneurs pédestres, vous les avez auprès des les clubs de pratiquants déjà. Est-ce qu'il y a un club local chez vous d'ailleurs? Parce que très souvent, les pratiquants, Oui, enfin un peu. Oui, j'ai un petit groupe. dans un cadre fédéral, quand ils cherchent Le un club endroit, vosgien. Club ils, Vosgien, ouais. ils contactent assez facilement les clubs locaux pour avoir les bonnes adresses. Enfin, ça marche beaucoup pour les cyclotouristes, par exemple. Les randonneurs pédestres peuvent le faire aussi. Après, je ne sais pas si si des clubs FFRP sont dans le même circuit que les clubs vosgiens, ou si les clubs vosgiens sont adhérents à FFRP, peut-être pas. En tout cas, vous avez aussi la possibilité, ce que je vous montrais tout à l'heure, je crois que sur le site de la Fédération de randonnée pédestre, vous pouvez être référencé comme compagnon de route pour ça doit être 30 ou 50 euros. C'est considéré comme une contribution à l'entretien des GR, etc. Mais vous apparaissez du coup sur la base de données compagnon de route. Et vous affichez ça, c'est un petit peu comme un référencement sans avoir besoin de référentiel en face. Hein, c'est Ok. purement apparaître quelque part dans un UR spécialisé. Mhm. Alors, je me suis mis aussi sur Circuit parce que je sais que beaucoup de camping-caristes travaillent là-dessus et Circuit fonctionne essentiellement avec un lieu lié à toutes les activités à faire autour. Donc, Oui, je pense peut-être mettre en place aussi la randonnée à ce niveau-là. vous avez pas mal d'éléments comme ça. Vous pouvez aussi aller vous créer une vitrine sur IGN Rando. Hein. Il y avait une diapo Hygiène sur laquelle rando? IGN Rando. Donc ça, c'est sur le site de l'IGN. Hygiène rando. Vous pouvez gratuitement aller créer moi j'appelle ça une vitrine, hein, mais c'est un compte sur lequel vous intitulez camping XY ou les randos du camping XY. Alors c'est une façon, à un moment ou à un autre, quand quelqu'un va taper, et puis vous y rajoutez quelques mots-clés dans les randos que vous décrivez ou dans votre descriptif de profil sur votre secteur. Et vous allez pouvoir, vous allez charger les quelques randos clés de votre secteur. Et vous allez, alors ça c'est la formule accessible gratuitement. Vous pouvez aussi avoir une cotisation sur laquelle, enfin une adhésion, sur laquelle vous allez pouvoir mettre plus d'éléments et vous allez pouvoir aussi éditer et pouvoir distribuer des fiches de rando qui vous sont propres. Sauf alors, si votre office le fait, ce n'est pas la peine de le faire en même temps. Je vais déjà voir ce que fait l'OT, Voilà, ouais. faites déjà, moi je vous invite à voir surtout ce que fait l'office Ouais. et à voir ce que vous pouvez rajouter spécifiquement pour vous, parce que c'est Ouais. probablement pas la peine de Ah, faire ce que l'office fait déjà,
ça risque plus de perturber les communications des uns et des autres, de ne pas être en coordination. Euh, C'est pour ça que Yep. j'insiste moi sur la coordination avec Ouais, ouais, ouais. les Mais territoires. l'OT m'intéresse parce que bon, ils sont spécialisés, ils ont des tas de parcours à proposer. Mais moi, je veux créer, il faut que je crée un parcours au départ de l'accueil du camping, que les gens partent à pied de chez moi. C'est ça surtout On qui peut prendre m'importe. un rendez-vous quand vous voulez à l'office de tourisme. On est là avec un souci, hein. Ouais, je viendrai. Non, mais comme dit, là, je démarre aujourd'hui l'intérêt Oui, sur c'est la question super, pour la ouais. saison. Mais bien sûr que je viens. Il n'y a pas de souci. Super, à bientôt. Ouais, ouais. Alors, vous avez tout intérêt à faire le maximum de choses au départ de votre camping, mais Mhm. si quelque chose en vaut, enfin, je le redis parce que souvent on reste bloqué sur le côté, enfin, ou purement géographique des choses. Quand quelque chose vaut vraiment la peine et qu'il y a besoin d'une connexion, d'une liaison, mettre en place ce transfert-là, même sur un moment particulier. Vous avez des gens qui sont en séjour sédentaire chez vous et il y a un très beau spot à aller visiter en rando ou un point de départ. Vous pouvez organiser avec un taxi du secteur un transfert pour aller sur le point, faire la rando, profiter de la journée et revenir. Et là, c'est un produit à Pensez à la ça. journée pour des gens qui séjournent chez vous. Hein, Je n'avais pas pensé à ça et je connais quelqu'un qui est taxi en plus. Donc, ben voilà. voilà. Alors J'avais pas après, pensé un à ça. calcul de prix à faire pour que ça rentre dans les clous, Ouais, ouais, bien sûr. une mutualisation en disant bah, si on groupe 3-4 personnes ou si vous faites des dates, hein, vous faites des dates où il y a ça, à telle date, il y a ça, ou Ouais. régulièrement, si vous voulez rentrer là-dedans. Euh, euh, je pense que il n'y a pas que l'imagination, mais il faut arriver à sortir. C'est pour ça aussi que je vous montrais des modèles d'itinérance qui sont un petit peu composites, hein, avec des pétales, etc., etc. Il y a un moment, on est en étoile, un moment, on est en transfert, un moment, on revient. Là, on a cassé tous les codes sur l'itinérance. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent dans l'itinérance. Nous, en montagne, on travaille beaucoup sur des itinérances qui soient faciles, qui soient petites, qui soient accessibles avec différents types de véhicules, entre guillemets. Hein. J'y vais à pied, j'y vais avec des enfants, avec des ânes sur lesquels il y a des transports de bagages. Ça, c'est des façons très ludiques de rentrer dans l'itinérance et d'avoir de l'imagination pour connecter des morceaux qui, j'aimerais bien qu'ils soient tous les uns à côté des autres, mais ils n'y sont pas. Donc je trouve quelque chose qui pallie à ce manque, à cette carence-là, hein, que ce soit une carence absolue, j'ai pas l'hébergement ou le chemin part pas de chez moi, ou une carence relative, c'est j'ai pas tout, ou l'hébergement est pas ouvert au moment où il faut, ou il prend pas les gens à la nuitée, qu'est-ce que je fais? Ou j'ai un hébergement en dur dans Mhm. lequel je prends des gens à la semaine, et puis autour, je rajoute du sous-toile ou de la cabane, ou de la tiny house, pour avoir des gens qui vont être là à la nuitée, Ouais. dans telle ou telle période. Il y a ça qui fonctionne pas mal, hein, quand on n'a pas l'hébergement alors qu'on pourrait être l'étape idéale, on peut rajouter des éléments autour d'un élément principal qui fonctionne en classique. Ouais. Ok. Merci. En tout cas, là, j'ai pas mal d'idées. J'ai de quoi faire déjà. Appuyez-vous sur l'office, surtout s'il est Oui, efficace oui, dans son oui. travail. Oui, oui, ils sont spécialisés. Hein. Ils sauront me donner beaucoup d'infos. Et n'hésitez pas à être partenaire sur des événements. Je parlais du salon du randonneur. Ce que les visiteurs aiment beaucoup, c'est rencontrer des prestataires. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont forcément aller réserver votre produit packagé, etc. Mais vous pouvez avoir un partenariat avec l'office pour être présent, pour être sur les présences salons. Le côté humain, il vient compenser tout ce monde numérique qui envahit les Oui, pratiques bien sûr, il est et important. heureusement, ces outils numériques sont très pratiques, mais vous avez beaucoup de gens qui veulent avoir Mais l'humain est important. cette précision-là, quoi. Question de passe. Il a lieu quand, ce salon? 25-26, donc c'est au mois de mars. Tous les ans, c'est à la même À période. mars. autour du 25-26 mars. Ça dure 3 jours. Vous tapez Salon du randonneur 2023, vous trouverez. Et c'est Hum, Centre des congrès de Lyon. C'est une bonne ça façon de voir aussi ce que font les autres, hein. Vous avez Ouais. facilement, là pour le coup, ça vous ouvre de l'imagination. Ça peut faire peur en vous disant, oh là, ils sont tous là et il y en a qui ont des grosses offres, mais en fait, surtout, ça vous Non, non, inspire. mais moi, j'ai d'autres avantages ici en hébergement et je peux du coup coupler la randonnée avec. Enfin, je veux pouvoir proposer une offre randonnée avec, couplée à ce que j'ai déjà en place et à ce qui attire déjà mes clients. Voilà, oui, puis sur un week-end rando Moselle, vous avez de quoi héberger, vous avez. Ouais.
Il n'y a pas de souci pour faire du court séjour. En plus, camping, c'est quand même des formules qui sont assez adaptées à ces clientèles de pleine nature, hein, qui ont besoin de place, qui viennent parfois avec du matériel, etc., etc. Ok, merci. Moi, j'ai une petite question concernant la clientèle à vélo. J'ai des guides aujourd'hui, des guides de pleine nature qui accompagnent des randonnées pédestres et qui souhaitent passer sur des randos à vélo et qui voulaient savoir s'il y a des brevets, des certifications, des réglementations qui sont nécessaires pour accompagner des groupes dans ce cadre-là. Alors, il y a des brevets, il n'y a pas beaucoup de réglementation, c'est pareil. Enfin, on est sur une tendance en France à la déréglementation de l'accompagnement du vélo. Alors, je mets une nuance quand même. Le VTT est réglementé en montagne, enfin, il est très réglementé. Le vélo route est moins réglementé, mais il y a des qualifications, hein. Il y a un brevet, ça s'appelle un BPGEPS, activité de randonnée vélo. Il y a des gens qui ont des qualifications assez anciennes avec ce qui s'appelle un BESAC. Enfin, vous avez tout un tas de choses. Si vous voulez avoir l'information actualisée, parce que les choses bougent beaucoup, il faut savoir que la France est le pays qui réglemente le plus l'encadrement professionnel des activités sportives, hein. En Europe, la France est connue pour ça. Donc, il y a des mouvements de dérégulation qui touchent beaucoup ce monde-là. Alors, il y a des domaines qui ne sont pas touchables, c'est les domaines qu'on appelle environnement spécifique, hein. Là où il y a un enjeu de sécurité du consommateur qui est très protégé en France, donc du pratiquant, c'est la spédo, c'est la montagne, c'est le vol libre, c'est la plongée, c'est ces éléments-là. Tout le reste est beaucoup moins, de moins en moins encadré. Pour avoir une information actualisée, vous allez sur le site du Pôle ressources national des sports de nature, qui est à Vallon-Pont d'Arc. C'est un service spécialisé du ministère des Sports. L'adresse internet, ça va être sport au pluriel, sportnature.gouv.fr, pardon. Sur lequel vous avez des fiches par pratique sur des données chiffrées sur les pratiquants et des données sur la réglementation de l'activité. Puisque c'est Jeunesse et Sport qui gère globalement ça, vous avez la donnée la plus actualisée. Donc après, tout dépend ce que vont faire vos guides nature. Dans tous les cas, tout à l'heure je le disais pour la randonnée pédestre, même si ce n'est pas réglementé, il vaut mieux avoir une qualification minimum, parce que s'il y a un problème, de toute façon, professionnel, pas professionnel, dans les règles ou pas, il y a une responsabilité qui est engagée en cas de problème, hein, indépendamment de la capacité à exercer, avoir une carte professionnelle ou pas, hein. Ok, merci beaucoup. Donc en résumé, sur le VTT, c'est encadré, VTT montagne. Et sur la route, ça peut être selon le type de prestation, si c'est payant, etc., il vaut mieux avoir un brevet. BESAC, BPGEPS ou autre. Alors, si vous voulez, quand je mettrai l'adresse, je le mettrai à la fin du PDF qu'on vous fera passer. Vous enrichirez la présentation en vous mettant l'adresse du pôle ressources. Souvent, la question est posée aussi sur le transport de bagages, transport de personnes, quand on parle d'hébergeurs, quand on parle d'itinérance ou autre. Sachant que alors ça, vous avez les infos sur le site de Accueil Vélo en général. Il y a une fiche juridique dessus. C'est aussi des domaines qui bougent pas mal, hein. On a tendance à déréglementer pas mal de choses. Transport de personnes, si vous bornez à aller chercher des gens à la gare, les ramener chez vous, et que c'est exceptionnel et que c'est pas facturé, ça passe. Mais si vous transportez des gens régulièrement, là, c'est une licence de transport de personnes. Pour les bagages, si c'est d'un hébergement à un autre, pas facturé, ça peut exister. Mais c'est qu'une question, à ce moment-là, d'assurance de ce que vous transportez. Vous êtes responsable des bagages de vos clients. Mais pour plus de précision, vous allez sur le site Accueil France Vélo Tourisme. Il doit encore traîner une fiche juridique là-dessus. Juste par rapport au transport de bagages, la malle postale va s'implanter chez nous en Moselle. La malle postale, c'est une société justement qui fait du transport de bagages. Et de référence, même, oui.
Voilà. Et dans le cadre de la voie bleue, donc l'itinéraire qui longe la Moselle, il y a un travail qui a été fait justement pour faire en sorte de proposer cette prestation aux cyclotouristes sur la voie bleue. Donc voilà, ça va venir très vite, je pense là, dès le mois de mars-avril, il me semble. On pourra vous faire signe assez rapidement quand ça se mettra en place. Mais ceux qui sont déjà dans le comité d'itinéraire de la voie bleue ont déjà l'info. En tout cas, c'est un nouveau service qui va se mettre en place sur la voie bleue et pourquoi pas s'étendre aussi ailleurs, hein, pas uniquement la voie bleue, mais pourquoi pas sur d'autres itinéraires cyclables ou des circuits de randonnée, des GR par exemple. Alors, nous, quand on travaille sur des diagnostics de territoire sur le développement de la rando, la problématique transport, en général, hein, transport, transfert de voiture au point de départ, on peut avoir des choses comme ça, écomobilité et multimodalité des transports, ça devient un élément clé. Et quand j'attirais votre attention sur l'écomobilité, vous avez peut-être entendu parler des démarches changer d'approche qui étaient portées en montagne par une association qui s'appelle Mountain Wilderness, qui consistait à répertorier sur certains massifs un certain nombre de randonnées ou d'activités praticables depuis les villes sans voiture particulière. Et là, du coup, c'est une sélection, et ça faisait appel à des contributions de pratiquants, hein, en disant bah, faites-nous remonter ce que vous pouvez faire ou ce que vous pensez qu'on peut faire en ne prenant pas sa voiture. Et ça, c'est une grosse source d'inspiration pour vous, office, ou pour vous, prestataires, pour pouvoir mettre en avant des offres qui, du coup, sont attractives à plein de points de vue, économiques, éthiques, et même en termes de positionnement. Ça vous permet, quand vous êtes sur des activités de pleine nature, d'être encore plus crédible sur l'intérêt que vous portez à des préoccupations environnementales ou plus largement éthiques, hein. Et puis, c'est des éléments aussi, alors là, si on regarde terre à terre, en termes de communication, c'est des alibis de communication, hein, ça peut être du TGV jusqu'au bivouac sans votre voiture. Enfin, de la gare TGV jusqu'au bivouac sans votre voiture. Et ça, c'est des éléments qui sont très, 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 très valorisants. Pas de questions particulières, je vous laisse conclure, Daniel, peut-être. Ok, bon, bah, s'il n'y a pas de questions particulières en plus, eh bien, on vous remercie de votre participation à ce webinaire, en espérant que vous avez appris des choses et que du coup, ça va vous servir à monter en gamme vos séjours de randonnée et nous faire des propositions, surtout pour Rando-Moselle, qui, je le répète, se déroulera du 27 au 29 mai 2023. Voilà. Eh bien, bonne journée à tous et merci encore. Merci. Merci à toutes et à tous. Bonne préparation. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et au revoir.